Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc aujourd'hui, le 6e volet de notre étude sur la sicilienne. Donc, Comme Star Wars. Comme Star Wars, ça devient une véritable saga. Donc ce 6e volet est consacré aux différents sacrifices, les sacrifices typiques des Blancs pour attaquer contre la défense sicilienne. Et donc on va voir qu'ils sont assez nombreux, on va voir pas mal d'exemples. Donc la vidéo promet d'être assez chargée, on va dire, mais on va essayer d'être le plus clair possible. Et donc Laurent, peut-être tu peux nous exposer un peu peut-être le premier sacrifice, le sacrifice le plus courant, on va dire, qui est cavalier D5. Ouais, tout à fait. Donc on a vu dans les vidéos précédentes, notamment les 3 premières, que les noirs prennent souvent le temps dans l'ouverture, on va dire, de mettre en place leur structure de pion. Et aujourd'hui, on va notamment s'intéresser aux structures de pion avec ce qu'on appelle le petit centre, avec D6 et E6. Alors on voit qu'on a aussi considéré le fait que les noirs prenaient le temps de s'organiser au niveau de l'aile dame. Et donc ces nombreux coups de pion dans la sicilienne entraînent évidemment un contrôle intéressant du centre, de l'aile dame et ainsi de suite, mais sont quand même assez consommateurs de temps. Et traditionnellement, les blancs ont l'avantage de développement dans l'ouverture. Ce qui fait que les blancs doivent attaquer le plus vite possible pour ne pas laisser le temps à l'adversaire de mettre son jeu en place. Et pour attaquer le plus vite possible, rien de mieux que des sacrifices. Et on va d'abord s'intéresser, dans ce premier chapitre de notre vidéo, au sacrifice cavalier D5. Donc, quel peut être l'intérêt de ce sacrifice en D5 ? Comme tous les sacrifices, il est destiné à ouvrir le jeu, donc on voit notamment qu'après un coup comme cavalier D5, on va jouer les coups pion prend et pion prend. Tout un tas de lignes vont s'ouvrir. La plus importante d'entre elles, c'est probablement la colonne E, notamment s'il y a un roi toujours au centre. Mais on pourrait aussi penser à la diagonale D3, H7. Ça sera notamment si l'adversaire a déjà fait le petit roc. Et enfin, on a un pion ici sur D5 qui va couper l'échiquier en deux. Traditionnellement, ça va être compliqué pour les noirs de passer de l'aile dame à l'aile roi. Et en plus, ce pion va nous donner le contrôle, par exemple, de la case C6 pour y sauter ou de la case E6. Il y a un dernier intérêt, enfin je ne sais pas si c'est le dernier, mais un intérêt supplémentaire, c'est que, comme on l'a vu c'était la 2e vidéo, il me semble, je ne sais plus, enfin en tout cas, quand on a parlé du centre, du contrôle, de la lutte pour le centre, le pion E6, traditionnellement, aime bien venir en E5 à un moment donné, donc le fait de l'avoir échangé, même si c'est contre un cavalier, va empêcher les noirs de lutter pour le contrôle du centre avec ce fameux coup E5. Romu, j'ai peut-être oublié des choses, si tu veux rajouter certains points. Non, c'est pas ton genre d'oublier des choses, ça a été complet, comme d'habitude. C'est gentil. Ok, donc voilà, ça c'est les idées globales, mais évidemment maintenant on va regarder des parties ou des fragments de parties pour être un peu plus clair dans tout ça. Donc Romu, la première partie, c'est une partie du grand maître Leonid Stein, qui est mort très très jeune, et beaucoup de grands maîtres qui l'ont croisé regrettent ça. Bon, déjà parce que ça devait être quelqu'un de sympathique, mais surtout parce qu'il était très talentueux. Ouais, c'est un gros talent qui a produit beaucoup de chefs-d'œuvre, vraiment des parties vraiment extraordinaires. Et si vous ne connaissez pas trop, on vous invite à étudier ces parties parce que ça vaut le détour. Et celle qu'on va vous présenter ne fait pas exception. Donc il est opposé à Fuhrmann, qui est aussi un forgeron de l'époque. Donc la partie a été jouée en 1969. Donc E4, C5, cavalier F3, E6. D4, puis on prend, cavalier prend, A6, donc la sicilienne, la variante Cannes, donc cavalier C3, donc, là il existe pas mal de façons de jouer, mais ok, on va pas s'attarder vraiment sur la théorie, et là les blancs choisissent de jouer G3, donc c'est une façon de sortir le fou, bien sûr, comme je viens de le dire, on peut sortir le fou en E2, en D3, et il y a de multiples plans qui sont à disposition des blancs, mais ce plan avec G3 est pas mal. L'idée est bien sûr de développer le fou en G2, et comme les noirs ont
on fait A6, on imagine qu'un jour ils veulent faire B5, d'ailleurs c'est la partie, le fou sera bien placé pour s'opposer à son homologue en B7. Donc petit roc. Un autre intérêt, pardon, je te coupe, un autre intérêt d'avoir développé le fou sur G2 plutôt que E2 ou D3, c'est de ne pas obstruer justement ces colonnes centrales. Et on va voir que en complément de ce développement du fou en fianchetto, le coup cavalier D5 va être encore plus fort puisque les colonnes seront disponibles. Ouais, tout à fait. Donc petit roc, cavalier F6 et donc tour E1. Ouais. Donc on voit que les blancs choisissent une stratégie centrale. Ils sont mieux développés. Donc ce qui est comme il est de coutume dans les Siciliennes ouvertes avec les blancs, on est en avance de développement. On voit que le roi est à l'abri, tandis que le roi noir est encore en E8. Et donc l'idée de tour E1, c'est bien sûr de protéger le pion E4, mais c'est pas la finalité. C'est surtout de se placer sur la même colonne que le roi adverse et essayer d'ouvrir le jeu le plus rapidement possible pour profiter de l'avance de développement. Et on va voir c'est ce qui va arriver bien sûr assez vite. Donc là, Fuhrmann joue D6, notamment pour éviter quand même l'arrivée d'un pion sur E5. Ouais. Et maintenant, le coup A4. Alors, on peut s'interroger sur ce coup A4. Alors, on va juste montrer ce qui va se passer. B4, et là, il va y avoir le sacrifice cavalier D5. Donc Romu, quel est l'intérêt finalement pour les blancs d'intercaler A4 ? Pourquoi ne pas sacrifier tout de suite ? C'est un coup vraiment important à 4 parce qu'on pourrait se dire, on vient de nous dire qu'on veut faire quelque chose au centre et on joue un coup sur l'aile dame. Mais l'idée du sacrifice, et en général, quand on veut attaquer, c'est d'ouvrir le jeu au maximum. L'idée de A4, c'est d'attirer le pion noir sur B4 parce que B prend A4 serait quand même abîmerait sérieusement la structure de pion des blancs et le pion A6 des noirs, et le pion A6 serait faible, la tour A1 se retrouverait directement développée, ça ferait que des problèmes aux noirs. Ouais, on peut même dire qu'une fois qu'on aurait fait le sacrifice, on aurait une nouvelle perspective, pour faire participer la dame, une nouvelle ligne se serait ouverte, comme à chaque fois qu'il y a un levier de toute façon. Donc B4 est quasi forcé. Voilà, et donc le fait que le pion soit sur B4, donc il est dans le camp des blancs, donc il va être plus facilement déjà attaquable, et même on pourra facilement ouvrir le jeu, parfois avec des coups comme C3, une fois que le cavalier bien sûr a disparu, pour ouvrir encore plus de lignes, notamment la colonne C. Donc c'est vraiment très important, quand vous souhaitez faire cavalier D5, d'intercaler ce coup A4 pour provoquer B4 parce que ça va favoriser l'ouverture du jeu et c'est quand même le but recherché par les blancs. Ouais, très clairement. Ok, et donc on arrive à notre premier exemple de sacrifice avec ici le coup cavalier D5. Alors, j'entends déjà ou je lis déjà les commentaires de nos followers nous dire mais je pourrais jamais calculer tout ce qui se passe après ce sacrifice. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur répondre ? En fait, ce type de coup, cavalier D5, il faut bien comprendre que c'est une question de culture. C'est la main qui doit faire cavalier D5 dans ce type de position. On ne peut pas calculer tout jusqu'à la fin, c'est impossible. Ni vous, ni nous, ni Stein dans sa partie. C'est impossible, parce qu'il y a beaucoup trop de possibilités à calculer de part et d'autre, et même un ordinateur ne pourra pas tout calculer. Mais une chose est sûre, c'est qu'en pratique, c'est extrêmement difficile de jouer avec les noirs. Après l'ouverture du jeu, qui va survenir après E prend D5, E prend D5, les coups blancs sont extrêmement faciles à trouver. On va le voir, ça va s'enchaîner très vite. C'est développement rapide, ouverture du jeu. C'est vraiment le fil conducteur du jeu blanc. Et les noirs, on va avoir un roi qui est déroqué, difficulté à sortir les pièces. Et quand vous sentez que donc vos coups viennent facilement pour renforcer l'attaque et que ceux de l'adversaire sont pas si faciles à trouver, ça veut dire que votre sacrifice est correct, au moins du point de vue pratique, ce qui est quand même le plus important. Encore une fois, quand on est dans une partie, on ne cherche pas la vérité, on cherche à essayer de prendre le dessus sur l'adversaire, et donc l'aspect pratique doit être privilégié. Tout à fait. Et même pour aller dans ton sens, de toute façon, ce serait une grave entorse à ce que réclame la position que de ne pas jouer cavalier D5. Si je ne joue pas cavalier D5, je vais devoir placer mon cavalier peut-être sur A2, sur B1 ou sur E2. Je ne vais pas lutter pour l'initiative, je ne vais pas attaquer. Et le jeu noir va se mettre en place, comme on l'a vu dans les 3 premières vidéos de notre série.
Si les noirs peuvent petit à petit achever leur développement, commencer à travailler sur l'aile dame et prendre le contrôle du centre, on aura l'impression avec les blancs de ne pas avoir fait de faute et petit à petit de se faire dominer. Donc la sicilienne a ceci de dangereux que si les blancs ne sont pas proactifs, on va dire, s'ils ne tentent rien, petit à petit les noirs vont prendre le dessus. Donc dans ce type de position, il faut passer à l'action avant que les noirs ne puissent mettre leur jeu en place, et il n'y a rien d'autre ici que cavalier D5. Donc cavalier D5, alors on comprend bien que c'est difficile de refuser le sacrifice quand même. Il n'y a pas vraiment d'option. On a même du mal à savoir que proposer d'autre. La dame est attaquée. Si on tolère ce cavalier en D5, il va y avoir peut-être des prises sur F6, peut-être A5 suivi de cavalier B6. Donc avec les noirs, il faut accepter ce genre de sacrifice. Donc pion prend D5, et on arrive justement à ce qu'on disait dans l'introduction à ce petit chapitre, c'est-à-dire que le sacrifice sur D5 permet l'ouverture de la colonne E. Donc ici, on comprend bien pourquoi Stein a mis sa tour sur E1, le roi noir est toujours au centre. On a éliminé le pion E6 qui est un sacré défenseur normalement, non seulement de la case D5, mais aussi de la case F5, dont on va parler un petit peu après. Et enfin, je vais enlever quelques flèches, ce pion sur D5 va être un atout formidable pour permettre la pénétration sur C6, avec notamment le soutien du fou sur G2. Donc comme tu le disais, ici le sacrifice ne doit pas être calculé, mais intuitivement on sent que il y a de gros nuages qui commencent à s'amonceler au-dessus de la tête du roi noir, donc il faut y aller. Oui, totalement. Les blancs ont investi une pièce en échange d'une forte attaque. On n'a pas dit qu'elle était décisive, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de dangers. Et les noirs doivent se prendre la tête dans les mains et calculer et trouver probablement seul coup après seul coup pendant un certain temps. Et voilà, après, celui qui gérera le mieux cette situation va gagner. Mais c'est clair qu'il faut y aller, quoi. Il ne faut pas hésiter à faire ce genre de sacrifice. Ok, donc là, très clairement, s'il faut E7, on aurait le coup cavalier F5 qui bénéficierait de la disparition du pion E6. On va au minimum récupérer une pièce avec les blancs et l'attaque sera toujours aussi forte. Donc on ne peut pas se permettre de jouer fou E7. C'est pour ça que Fuhrman a joué roi D8. Il y a d'ailleurs beaucoup de parties qui ont été jouées sur ce thème-là. Les blancs se développent de façon agressive avec fou G5 pour clouer le cavalier F6. Cavalier BD7 protège ce cavalier F6, développe une pièce. Et maintenant, on va avoir une nouvelle exploitation de la colonne ouverte avec ce coup dame 2 qui, d'ores et déjà, au 15e coup, menace mat avec dame 8. Donc on voit bien ici la difficulté avec les noirs. C'est pas du goût de tout le monde. En tout cas, soyez conscients si vous jouez la sicilienne que vous pouvez avoir ce genre de scénario où les blancs vous agressent, vous donnent une pièce, et derrière vous allez devoir trouver peut-être 2, 3, 4, 5, 6 coups forcés de défense. Si vous y parvenez, il est probable que vous finissiez avec du matériel d'avance. Si vous n'y parvenez pas, vous allez subir une cuisante défaite, mais un joueur de sicilienne sait à quoi s'attendre. Voilà, l'un des exemples les plus marquants à l'heure actuelle, ce sont les parties du champion français Maxime Vachier-Lagrave, qui excelle dans ce genre de calcul précis et est capable de repousser les attaques. Mais ça demande encore une fois des nerfs solides et beaucoup de maîtrise de soi, on va dire. Bien sûr. Alors, là, il a joué roi C8. Ouais. Il veut s'échapper. Et là, ce qu'on disait tout à l'heure, l'intérêt d'avoir attiré le pion sur B4, et qu'on peut, il faut absolument chercher à ouvrir les lignes ici. On voit qu'on a exploité parfaitement la colonne E. On a développé toutes nos pièces de manière assez agressive. Et il faut rajouter encore un peu plus de piment à la partie et de danger pour les noirs. Et donc, il faut ouvrir encore plus les lignes. Le roi et la dame se trouvent sur la colonne C, donc inévitablement, on va ouvrir la colonne C. Donc, le coup C3. Et on voit l'intérêt d'avoir forcé les noirs à mettre leur pion sur B4. Oui, tout à fait. D'ailleurs, s'il avait pris, très clairement ici, tour C1 allait arriver. Et voilà, encore une fois, pas besoin de calculer. On comprend bien que les blancs sont en train de renforcer leur jeu, renforcer les axes sur lesquels ils peuvent attaquer, et donc nécessairement ça devient très très compliqué pour les noirs. Donc il est très logique que Fuhrman ait refusé l'ouverture de cette colonne. Il n'y a qu'un moyen de le faire,
puisque si on laisse le pion B4, ce sont les blancs qui vont prendre. Donc il a joué B3 pour garder cette fameuse colonne fermée. Et maintenant, on voit une nouvelle pièce se rajouter à l'attaque avec le coup cavalier C6. Donc on avait parlé de ça, hein. Le fait d'avoir sacrifié sur D5 et d'attirer un pion sur cette case-là nous donne le contrôle de la case C6. Ouais. Oui, là on voit que les noirs, on voit toute la difficulté des noirs pour trouver un coup en fait. Le fou F8 ne joue pas, du coup la tour H8 non plus. Le cavalier F6 ne peut pas bouger, sinon dame E8 fait très mal. Le fou B7, il n'a pas de case, à part prendre évidemment C6. La tour A8 ne joue pas. Le cavalier D7 peut éventuellement peut-être jouer, mais il peut aller en E5 pour essayer de boucher la colonne, mais c'est quand même pas l'extase, on va dire. Donc c'est pas facile. Peut-être la position est jouable pour les noirs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas facile. Donc on peut comprendre la décision de Fuhrmann qui a décidé d'éliminer le cavalier. Oui, d'autant que, excuse-moi, je te coupe, d'autant qu'ici les blancs menacent dame E8, qui gagnerait du matériel. Et d'ailleurs, peut-être qu'on est passé un petit peu vite, je reviens juste un coup en arrière. Ici, dame E8 ne fonctionnait pas, ou en tout cas c'était envisageable, parce que les noirs ne peuvent pas prendre la dame à cause de tour prend, et on va récupérer notre matériel, et il va falloir que les noirs interposent leur dame. Mais en fait, sur dame E8 immédiatement, il y avait dame D8. C'est d'ailleurs pour ça que les noirs avaient retiré leur roi. On est passé peut-être un peu vite. Donc, désormais, avec un cavalier en C6, on réitère notre menace dame E8, parce que là, il n'y a plus dame D8. Donc, c'est une menace concrète, on va dire, et c'est pour ça que Fuhrmann décide d'éliminer ce cavalier insupportable. Mais au lieu d'un cavalier insupportable, ce sera un pion insupportable, et le fou, petit à petit, voit sa diagonale grandir. Donc, c'est un échange qui n'est pas 100% favorable pour les noirs. Oui, exactement. Donc on voit qu'à chaque coup, les blancs essayent de faire une menace, de développer leur initiative. Et donc après cavalier E5, on voit que toutes les pièces sont mobilisées, sauf une, la tour A1. Et donc Stein fait tour A3, avec l'idée de capturer ce pion en B3 qui s'est aventuré dans le camp blanc, et ainsi faire participer la tour via la colonne B. Et on voit notamment la case B7 qui tendrait les bras à la tour. Donc là, notre ami Fuhrmann a pas trouvé mieux que D5, mais honnêtement, je ne sais pas trop quoi proposer d'autre. Ouais, le problème pour les noirs, c'est de ne pas pouvoir jouer tour B8, parce que le pion A6 serait sans défense, et c'est pas tellement le pion qui nous inquiète, c'est le fait que, ça y est, il y a de nouvelles façons d'approcher du roi nord. On a aussi un pion passé sur la colonne A. Jouer autre chose, ça voudrait dire peut-être jouer dame B6, mais là il y aurait A5. Enfin, tous les coups ont des défauts, et c'est plutôt mauvais signe dans ce genre de situation de ne rien trouver de mieux que D5. Pourquoi c'est mauvais signe ? Parce que ça enlève le soutien principal de ce cavalier E5, qui a quand même un rôle primordial dans la partie, qui est de fermer la colonne E. Donc voilà, devoir jouer D5, c'est mauvais signe. Encore une fois, on ne cherche pas à prouver que Stein a joué parfaitement ou que Fuhrmann a raté des choses, on n'analyse pas dans le détail, mais on essaie de vous montrer comment en pratique ce type de sacrifice peut fonctionner. Donc voyons la fin, tour prend B3, on s'y attendait, fou D6, les pièces noires participent enfin, et maintenant après fou prend F6 et fou prend D5, les blancs ont désormais 3 pions pour la pièce, toujours autant d'attaques, toujours des pièces plus actives. Ici, Romu, je crois qu'on peut dire que clairement, le sacrifice est un succès pour les blancs. Oui, totalement. Parce que déjà, matériellement, c'est même plus un sacrifice. Ouais. Et la position du roi noir, elle sera toujours un problème. C'est un problème éternel. Et ce qui est dramatique pour les noirs, ici, c'est que les blancs vont trouver facilement des coups. Et c'est ça l'intérêt de ce sacrifice, c'est ce qu'on essaie de vous expliquer tout à l'heure, c'est que les coups blancs viennent assez naturellement, c'est assez facile de trouver, et même pas qu'un seul coup, mais parfois 2, voire 3 bons coups dans la position, c'est signe que la position est très très bonne. Donc quand vous voyez ce genre de scénario se profiler, ça sent bon, il faut y aller, quoi. Et là, après cavalier prend C6, il a voulu éliminer ce pion qui est une épine dans le camp. Chaque coup a un défaut, donc là maintenant dame G4 devient possible, donc dame G4 échec, et dame D7,
Et les blancs peuvent même se permettre d'échanger les dames, puisque malgré cet échange, leur initiative ne s'arrête pas là. Et après, dame prend D7, roi prend D7, la tour rentre en B7. Donc là, on voit que le roi est en danger, Ouais, et le cavalier C6 demande soutien. Ce qui est flagrant surtout, c'est la différence d'activité, hein, des pièces lourdes notamment. Donc effectivement, il y a un cavalier qui traîne, il faut jouer fou C7. Et maintenant, un petit coup, fou G2, fou G2. qui va menacer tout un tas de choses. Et le roi tout seul n'arrive pas à protéger les deux pièces légères. On va récupérer du matériel et la finale va être gagnante. Alors on va montrer, non pas la partie en entier, mais arriver jusqu'au moment où les blancs ont pris l'avance de matériel. Voilà, fou F1 échec, qui va permettre de donner la tour D1 sans être échec. Donc maintenant on peut faire tour prend C7, vous voyez, si tour prend D1 il n'y a plus échec grâce au fou sur F1, et après tour prend C6, la partie a continué un petit peu, mais vraiment pour des joueurs de ce niveau là, cette position ne pose pas trop de problèmes techniques. Les blancs ont certes une qualité de retard, mais beaucoup de pions en compensation, mais aussi beaucoup de cibles. Tous les pions noirs sans exception sont faibles, ils vont tomber les uns après les autres, et pour un joueur du calibre de Stein, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Ok, donc Romu, grâce à cette première partie, on a bien compris que les blancs devaient passer à l'action d'une part, et que ce coup cavalier D5 pouvait avoir pas mal d'intérêt, notamment lorsque le roi est au centre. Donc on va regarder dans un autre exemple. Hop, pardon, on a toujours ce problème du coup qui apparaît à l'avance. On va regarder un autre exemple, un petit peu plus récent, entre John Nunn et Mikhail Marin. Oui, tout à fait. Donc une partie de très haut niveau aussi, c'est de fort grand maître. Donc là, on voit une situation différente, puisque notamment le fou de case blanche des blancs s'est développé en D3 et non pas en G2. On voit que les blancs ont décidé, pareil, d'avoir une stratégie assez centrale, où ils ont effectué le grand roc, donc ils ont déjà la tour en D1, et ils ont placé leur deuxième tour en E1, la dame en D2, et le roi noir se trouve toujours sur sa case initiale, la case E8. Donc les blancs ont une avance de développement relativement importante, et on voit que le jeu est extrêmement tendu, puisque les blancs ont fait F4 pour attaquer le cavalier E5, et les noirs ont répondu par B4 pour contre-attaquer sur le cavalier C3. Donc là, encore une fois, quand on a les blancs dans cette position, honnêtement, cavalier D5, ça doit être le coup qui vous vient à l'esprit au bout d'une demi-seconde. Après, bien sûr, il faut calculer un minimum. Il ne faut pas fermer les yeux et dire « Allez, je fais cavalier D5 parce que j'ai vu une super vidéo sur une super chaîne. » Mais il faut avoir conscience que c'est clairement le candidat numéro 1. Et bien évidemment, Nunn a joué cavalier D5. Ouais. L'autre coup candidat, c'était F prend E5. Mais après, pion prend C3, dame prend C3, cavalier prend E5. On voit que les noirs ont évité l'ouverture du centre. Ils ont une position relativement solide. Le cavalier en E5 est parfait. Les blancs n'arrivent pas à ouvrir le jeu, et du coup, leur avance de développement ne va pas vraiment se voir. Les noirs vont pouvoir tranquillement finir leur développement. On voit les colonnes B et C notamment ouvertes. Donc, par exemple, on peut imaginer des coups comme tour C8, fou E7. Et c'est plutôt même une position où les noirs vont attaquer plus facilement que les blancs. Ouais, très clairement. Donc, on avait parlé aussi lorsqu'on a étudié la lutte pour les cases centrales de cette case E5. Hein. Le fait d'éliminer le pion F4 des blancs permet aux noirs d'installer un super cavalier en E5 qui va être très très difficile à déloger, et tant que ce cavalier sera là, il n'y a pas d'histoire d'ouverture de la colonne E ou de menace quelle qu'elle soit. Donc on se refuse évidemment avec les blancs à entrer dans ce genre de situation, et c'est pour ça qu'on cherche plutôt à nettoyer, à déblayer tout ce qui se présente sur le chemin vers le roi noir. Alors c'est une position quand même où il y a une sacrée concentration de pièces. Hein. La colonne D est totalement occupée, la colonne E quasiment aussi, donc on sent bien que c'est, j'allais dire le centre de la partie, ouais c'est le cas, c'est au moins le centre de l'échiquier, mais vraiment toutes les pièces convergent vers cette zone, et le feu d'artifice va commencer, quoi. Ouais. Alors là-dessus, Marine a décidé de prendre sur D3. Justement, le fait qu'il y ait beaucoup de prises au centre
Alors, encore une fois, ça montre bien qu'on ne peut pas tout calculer. Ouais. Enfin, même pour des grands maîtres de ce calibre, c'est clair et net qu'il y a forcément une part d'intuition, une part de feeling. Et bien sûr, ils calculent, mais là, encore une fois, il y a je sais pas, 1, 2, 3 coups intermédiaires à chaque coup qu'il faut évaluer. C'est juste impossible, hein. On a une pendule qui tourne dans les conditions d'une partie. On peut pas tout regarder en détail. C'est juste, c'est pas possible. Donc, faites-vous confiance, comme Nen dans la partie. Exactement. Donc dans la partie, Marine a pris le fou sur D3. S'il avait pris le cavalier sur D5, on va récupérer notre matériel en E5. Imaginons pion prend E4 pour essayer de boucher justement cette colonne E, de mettre des obstacles. Maintenant, ici les blancs auraient le coup évidemment pion prend D6 qui va permettre d'ouvrir les lignes. On voit que le fou est à bout parce qu'on aurait tout un tas de découvertes, la plus évidente étant fou G5 sur échec. Ça va probablement faire un petit peu plus qu'échec dans quelques coups. Et après quelque chose comme fou prend D6, on voit qu'on a vraiment très très bien nettoyé le terrain de jeu pour nos pièces. Il n'y a quasiment plus de pions qui s'opposent à nous. Et on gagne la case F5, dont on va reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais là, très clairement, ce sont les blancs qui ont l'initiative. Puisque on attaque D6, on attaque G7. On sent qu'il va se passer des choses aussi sur la colonne E. Si les noirs étaient tentés de faire petit roc, il faudrait aussi faire attention à des sacrifices sur H6. Bref, ça y est, la chasse est ouverte et malheureusement pour les noirs, c'est eux le gibier. Hein. Ouais, clairement. Donc E prend D5 ne va pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu regarder d'autre? Peut-être un coup comme cavalier prend G4 était disponible aussi. Qu'est-ce qui se passe après cavalier prend G4? Dame prend B4, certainement. Alors, c'est pas pour récupérer le pion qu'on vient de perdre, mais c'est surtout pour conserver l'initiative et attaquer, faire une menace et attaquer le fou B7. Et après tour B8, on pourrait placer la dame en A4, d'où elle peut quand même commencer à faire des misères au roi noir, puisqu'elle cloue le cavalier en D7. Donc, on peut imaginer la case C6 aussi. Enfin, on sent que la dame est parfaitement placée sur cette case et l'action centrale des blancs va continuer. Ouais. Parmi les idées qu'on pourrait avoir, ce serait par exemple après pion prend et fou E7 en se disant sauf qu'il peut, on peut avoir ici des coups comme cavalier E6. Alors attention, je garantis rien, c'est mon cerveau qui vous propose ça, donc c'est très très limité, mais ça peut faire partie des idées disponibles en profitant de l'arrivée du pion sur D5, en se disant que si le pion F veut prendre, on aura du fou G6 échec, et en se disant aussi que le cavalier D7 est cloué. Donc en tout cas, un fort potentiel d'attaque, et les noirs vont devoir se montrer une nouvelle fois très précis en défense. Ok, donc voyons la partie. Marine a préféré faire un maximum d'échanges, ce qui est quand même assez logique lorsqu'on subit l'attaque. Les blancs reprennent de la dame pour conserver la colonne ouverte, et après E prend D, on est dans notre fameux scénario avec l'ouverture de la colonne E, l'arrivée d'un pion sur D5 pour la case C6 comme on a vu précédemment, mais aussi pour gagner la case F5. Alors dans la partie Marine a joué fou E7, je pense pas qu'on va analyser tout dans le détail, Romu. Non. Ce serait pas possible. C'est juste intéressant de voir la suite de la partie et comment le jeu s'est développé. Encore une fois, on n'est pas là pour chercher la vérité ou savoir si le sacrifice était 100% correct ou à 90% ou à 75%, mais c'est juste de comprendre l'esprit. Donc là, évidemment, le jeu est très concret. Il faut faire preuve d'extrême précision des deux côtés, puisque les noirs sont en défense et sont menacés. Ils font face à une forte attaque et les blancs ont investi une pièce. Donc la valeur de chaque coup est très grande. Mais encore une fois, voilà, c'est du calcul et de l'intuition. Et si les coups viennent naturellement, il faut y aller. Il faut y aller. L'aspect pratique est vraiment à privilégier, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Voilà. Si par exemple, un coup comme cavalier C5, on enlèverait notre dame par exemple sur C4, et d'ores et déjà, fou E7 va s'exposer une nouvelle fois à cavalier F5 avec beaucoup de menaces, parce que le simple fait de roquer ne va pas suffire, parce que désormais, le fou E7 est pris pour cible 2 fois, donc si par exemple, le petit roc, encore une fois, tout n'est pas forcé, mais fou prend C5 vient à l'esprit, et après pion prend C5,
Je ne sais pas si on prendrait de la tour ou de la dame, peut-être plutôt de la tour dans cette position-là, mais de la tour ou du cavalier, pardon. Mais bon, toujours est-il que si les blancs récupèrent leur pièce avec un pion passé et toujours autant d'attaques de l'autre côté, ça va évidemment être impossible à défendre avec les noirs. Mais d'un autre côté, ne pas interposer le fou sur E7, c'est s'exposer à tout un tas d'échecs à la découverte. Donc, on va penser à roi D7, et désormais, quelque chose comme dame prend B4 redevient possible. Petit à petit, vous voyez que les blancs récupèrent quelques pions pour compenser le sacrifice. Et voilà, comme tu l'as dit, Romu, maintenant, que le meilleur gagne, mais très clairement, ce sont les blancs qui ont l'initiative. Oui, complètement. Ok, donc voilà pour cette partie entre Nunn et Mikhail Marin. Alors on va revenir à une partie un petit peu plus ancienne, jouée par le grand maître Kuprejcik. Donc Romu, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette position-là? Il y a quelques petites nuances, il y a même beaucoup de nuances par rapport aux positions précédentes. Donc on voit que les blancs ont fait le petit roc tout comme les noirs. Donc cette fois, les noirs ont eu le temps de roquer. Et donc les blancs, comme il est de coutume, quand on fait le petit roc, on poussait le pion en F4. On voit qu'ils ont placé le fou en D3 et la dame en H3. Donc clairement, le pion H7 est dans le viseur. Les noirs se sont développés de manière assez traditionnelle, bien sûr, avec la tour en C8, le fou en B7, dame C7. Enfin, c'est un développement qui ne choquera personne. Et ils ont commencé leur attaque sur l'aile dame avec la poussée B4. Qui attaque le cavalier, bien sûr. Si les blancs prennent en D4, les noirs reprennent bien sûr avec le cavalier. Et on voit qu'on a ouvert deux colonnes, les colonnes B et colonne C, et en même temps, le cavalier est prêt à supprimer un des principaux attaquants des blancs, à savoir le fou D3. Et donc, par la même occasion, ça révirait fortement le potentiel d'attaque des blancs. Donc ça n'a pas l'air d'être une solution très, très attractive pour les blancs. Après, bon, c'est peut-être jouable, mais c'est clairement pas le plus incisif. Et donc ici, Kuprejcik a pensé à sacrifier le cavalier en D5 et jouer donc immédiatement cavalier D5. Ok, donc là, ce qu'on peut retenir, ce qu'on doit retenir, c'est que ce sacrifice est jouable, même lorsque les noirs ont réussi à se développer correctement. Parce que dans les parties précédentes, on aurait pu avoir l'illusion que ce sacrifice fonctionnait lorsque le roi noir était au centre et lorsque les noirs avaient peut-être pris un petit peu trop de retard. Mais c'est pas le cas. Même lorsque tout le monde est développé, on peut et on doit penser à sacrifier en D5. Ouais, complètement. Mais comme tu l'as dit dans l'introduction de la vidéo, l'idée de cavalier D5, c'est non seulement d'ouvrir la colonne E, donc on l'a vu dans les deux exemples précédents, parce que le roi était au centre, donc forcément la colonne E était un élément extrêmement important, mais aussi ça ouvre d'autres lignes, comme par exemple ici la diagonale du fou D3. Et aussi, on va le voir un tout petit peu plus tard dans la partie, le pion D5 va chasser le cavalier en C6, et du coup la case D4 va être, c'est la partie, donc ouais, on peut tout à fait. C'est pour ça que je fais défiler. Ouais, et fou en D4, et on voit que maintenant les deux fous sont complètement braqués sur le roi noir, et rien ne peut s'opposer à leur action, puisque le pion E6 a disparu, et donc les noirs n'ont plus la possibilité de faire E6, E5 pour boucher la diagonale du fou D4. Donc on voit un autre intérêt de ce sacrifice en D5, qui est là, ok, la colonne E peut avoir son importance, mais c'est surtout les deux diagonales B1 H7 et A1 H8 qui s'ouvrent et qui peuvent augmenter le potentiel d'attaque des blancs. Ouais, on pourrait presque faire le parallèle entre ce sacrifice de cavalier en D5 et le sacrifice dont on a parlé dans l'épisode précédent de la série avec H4 H5 contre le dragon. L'objectif, c'est d'ouvrir les lignes. Après, parfois il faut investir un pion, parfois il faut investir un cavalier. Dans tous les cas, si je souhaite attaquer, je dois commencer par ouvrir les lignes. Et ensuite, mes pièces vont pouvoir utiliser les autoroutes ainsi créées. Donc, voilà, c'est ni plus ni moins qu'un sacrifice positionnel, finalement. Ce qui explique aussi que c'est pas tellement la peine d'essayer de le calculer par A plus B, sinon, à part un nœud au cerveau et un gros mal de tête, on va pas obtenir grand-chose. Voilà, il faut comprendre que la position réclame ce type de jeu, et finalement, il ne faut calculer qu'une fois que le sacrifice a été joué. Oui, les compensations sont à long terme, moyen terme, on va dire, et il n'y a pas un effet forcément immédiat. C'est pas on sacrifie une pièce et on fait mat en 3 coups.
le jeu devient dangereux et l'initiative est basée sur le moyen, voire long terme. Alors là, dans cette vidéo, on le présente plutôt du point de vue des blancs. Pour ceux qui sont intéressés par la Sicilienne avec les noirs, ne vous dites pas mon adversaire a sacrifié en D5, donc j'ai perdu. Il faut bien comprendre que c'est le début d'un combat très féroce. Vous avez certes des moments difficiles à passer parce que vous allez subir l'attaque, mais vous avez quand même du matériel d'avance et vous avez le droit de repousser l'attaque. Donc voilà, ça va devenir encore une fois très compliqué, mais très intéressant aussi. Alors, maintenant on va pouvoir passer au calcul pur et dur. Ici, clairement, les blancs menacent un mat en 2 coups qui commencerait par fou prend F6, fou prend F6 et dame prend H7. Donc Romu, on voit que 2 coups possibles pour parer ce mat, soit H6, soit G6. Et dans la partie, les noirs ont décidé de jouer G6. Alors intéressons-nous à H6 du coup. Alors, l'inconvénient du coup H6, comme d'habitude, il y a toujours un avantage et un inconvénient. L'avantage, bon, bien sûr, c'est que ça part la menace de mat primaire, fou prend F6 et dame prend H7. Et l'inconvénient, c'est que l'avancée du pion à H6 affaiblit les cases blanches, et notamment donc la diagonale B1 H7. Et donc on voit qu'on a le fou en D3 qui se frotte les mains, et la dame H3 également, puisqu'elle est placée sur une case blanche. Donc ici, il suffit d'éliminer le défenseur de la case H7 par fou prend F6, et après fou prend F6, dame F5. On menace mat en H7, la seule façon de le parer correctement c'est G6, et après dame prend F6. Les blancs récupèrent le matériel avec un pion de plus au passage, et bien sûr en plus une attaque qui continue, tour E7, fou prend G6, F5, enfin tout va y passer quoi. Ouais, toutes les pièces sont à l'attaque et à l'inverse les pièces noires font un petit peu la tête. On avait dit d'ailleurs il me semble dans l'introduction que ce pion D5 pouvait servir de... je trouve pas le mot, mais en tout cas il va servir de barrière en quelque sorte. Il va interdire aux pièces noires, ou en tout cas rendre plus difficile l'accès à l'aile roi pour les pièces noires qui se trouvent à l'aile dame. On voit que le fou peut pas revenir, le cavalier peut pas venir en C6, donc voilà, ce pion D5 a quand même énormément d'atouts. Donc on comprend pourquoi l'adversaire de Kuprejcik a choisi de défendre par G6, mais comme tu nous l'as dit en analysant le coup H6, il n'y a pas de coup sans défaut, et ici, cette fois-ci, ce sont les cases noires qui vont devenir faibles. Ouais, alors, juste pour information, je crois que l'adversaire de Kuprejcik, c'est Tal. Ah oui. Donc qui n'était pas le dernier pour sacrifier un cavalier en D5. Donc là, ça a dû lui faire drôle de se retrouver de l'autre côté de l'échiquier, parce qu'il a souvent joué plutôt du côté des blancs. Mais ça lui est arrivé d'être de l'autre côté, et donc c'est intéressant de voir aussi comment un joueur d'attaque fantastique va défendre cette position. Donc c'est pas anodin que l'on vous montre cette partie, parce que justement avec les noirs c'est quand même un des meilleurs joueurs d'attaque de tous les temps, donc c'est intéressant de voir comment il va défendre. Donc pour revenir à la position, après G6, effectivement les cases noires sont extrêmement faibles. Donc on voit que là, le fou D4 risque d'avoir son mot à dire. Et il y a encore le cavalier F6 qui s'oppose à lui, mais on voit que cette diagonale va sûrement être intéressante pour les blancs. Et on voit d'ailleurs que par leur prochain coup, qui est tour F3, alors il y avait peut-être une autre façon de jouer, notamment F5, qui peut être intéressant. Qui peut venir à l'esprit, mais tour F3, c'est un coup aussi qui est assez naturel. L'idée, c'est de ramener encore une pièce supplémentaire à l'attaque, et il peut y avoir des thèmes tactiques sur la colonne H notamment. Il peut aussi coulisser sur la colonne E pour titiller le fou E7 si besoin. On voit que la tour à F3 est forcément plus utile qu'en F1. Donc on rajoute encore une fois un élément supplémentaire à l'initiative. Oui, d'ailleurs, cette tour en F3, c'est quand même... Peut-être que pour un ordinateur F5 était un meilleur coup, mais tour F3, c'est quand même un coup très humain qui renforce l'attaque, et on va voir d'ailleurs qu'il y a énormément de tactiques possibles, rendues possibles par la présence de cette tour sur F3. On peut d'ailleurs tout de suite montrer un exemple. Si cavalier prend D5, alors qui serait, on va dire, un peu naïf de la part des noirs, on aurait un premier mat possible avec dame prend H7, spectaculaire, roi prend H7, tour H3 échec, et on va pouvoir faire mat en H8 en bénéficiant évidemment du soutien du fou D4. Donc ce coup tour F3 nous donne un premier thème tactique. Là on voit que
si le sacrifice en D5 doit être fait de façon intuitive, tout ce qui suit va être quand même appuyé par un calcul beaucoup plus précis. Oui, toujours. Bien sûr, on peut pas gagner une partie d'échecs normalement sans calculer quand même. Il y a un minimum, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et, donc après, il faut prendre D5, donc tour E3, donc l'autre idée de la tour en F3. Ok, pour venir déstabiliser le fou D8, le fou E7, pardon, qui est le dernier défenseur des cases noires. Donc il est logique que Tal s'accroche à ce fou, mais désormais, on a un manque de communication entre les tours noirs au niveau de la 8e rangée. À l'inverse, les tours blanches sont très bien postées. On commence à rêver à un mat du couloir ou à des choses comme ça sur la 8e rangée. En tout cas, la pression est en train de monter et les pièces noires petit à petit se désorganisent. Et ici, Kuprejcik joue une manœuvre étonnante. Il joue Dame H4, attaque le fou pour provoquer cavalier D7, et maintenant il joue Dame H6. Alors peut-être qu'avec un œil un peu léger, on pourrait se dire que c'est pas très intelligent ce qu'a fait Kuprejcik, puisque le cavalier était sur B8, la dame aurait pu venir immédiatement sur H6, et finalement il a provoqué l'arrivée, on pourrait dire l'amélioration du positionnement du cavalier, puisqu'il est passé de B8 à D7. Alors comment tu nous expliques ça ? Et alors effectivement, ça peut sembler paradoxal, puisque ça ramène le cavalier en D7, mais l'intérêt de cette manœuvre est que la dame en C7 est maintenant coupée complètement de l'aile roi. Tout à l'heure, elle pouvait rêver à défendre et à aider un peu son roi. Maintenant, elle est complètement coupée du reste de l'échiquier. On voit que sur la colonne D, il y a quand même beaucoup de pièces. Et on voit que maintenant, la dame va être complètement spectatrice, tandis que les blancs vont pouvoir maintenant facilement attaquer le roi avec les deux fous, les tours et la dame. Donc, c'était l'intérêt de cette manœuvre. Des choses comme tour E7 pourraient arriver alors que précédemment la dame contrôlait. Et comme on va le voir, si jamais le pion F7 venait à disparaître, la dame ne serait plus en mesure de défendre la 7e. En effet. Alors il a joué dame B7 et maintenant, nouvelle perspective pour cette tour sur la 3e. On voit que on a parlé d'H3, on a parlé de 3 pour cette tour, mais il y a aussi la case G3 qui devient intéressante. Et puisque Tal ne se laisse pas faire, on va employer la méthode forte. On renforce notre attaque vers G6 et on va essayer de faire sauter le dernier rempart finalement devant le roi noir qui est constitué par les 3 pions du roc. Tal a décidé de jouer cavalier C5. Alors c'est probablement l'erreur décisive. On vous montre ce qu'il aurait fallu faire ici, c'était le coup fou B6, justement pour essayer d'éliminer ce fou noir tellement puissant. Alors forcément, quand vous êtes assis dans votre fauteuil avec un ordinateur qui vous confirme quels sont les bons coups, c'est très facile de dire « Ah, il fallait jouer fou B6 », mais en partie avec la pendule qui tourne, il faut ne pas avoir peur des fantômes. Ici, un fantôme possible, ce serait le fait que par le départ du fou D8, on a donné l'accès plus facile à la case E7, par exemple. On pourrait penser à fou prend G6, et quand le pion F va prendre, on a du tour E7, des choses comme ça. Donc, encore une fois, ce sont des positions très difficiles en pratique, et il est logique que même quelqu'un d'aussi fort que Tal se trompe dans ses calculs. Alors, il a joué cavalier C5, et maintenant, après cavalier prend C5, on voit que le cavalier B3 n'était pas très utile, il est logique de l'échanger. Pion prend C5, et ici, Kuprejcik passe à la phase finale de son attaque avec le coup F5. Donc il ne porte que peu d'attention au fou D4, finalement. Oui, mais alors, par ces derniers coups, il a bien montré son intention de viser le pion G6, notamment. Ouais. Donc on sent que ça va chauffer sur cette case. Et donc G6 étant une case blanche, on peut comprendre que Kuprejcik ne perd pas de temps à défendre son fou de case noire. Et comme toujours dans l'attaque et dans la recherche de l'initiative, la notion de temps, elle est très importante. Et perdre un tempo pourrait s'avérer catastrophique. Donc il est assez logique. Bon, il a certainement calculé quand même un tout petit peu que de faire F5 si le sacrifice sur G6 qui va suivre gagne la partie, ce qui est le cas. Ouais, exactement. Puisqu'après pion prend, on prend sur G6, prise en G6 et fou prend G6. Et pas besoin d'être un super grand maître pour calculer que si pion prend, tour prend échec, le roi n'a qu'une case et on va pouvoir faire mat avec notamment le contrôle de cette colonne E qui a été rendu possible par le sacrifice en D5 une dizaine de coups avant. Donc Tal ne s'est pas fait mater en 2 coups, mais
Mais ici, de toute façon, il n'y avait plus de défense possible. Il a décidé de jouer roi H8, et après dame prend F8 échec. On commence à récupérer le matériel. Cavalier G8, et maintenant fou F5. Donc ça attaque la tour, ça peut menacer une interposition en E6 par exemple, puisque ce cavalier G8 pourrait être pris avec un mat. Enfin bref, il y a énormément de choses en prise et ça va pas tenir pour les noirs. D'ailleurs, après tour B8, tour E8, menace mat en G8, et sur dame F7 pour essayer de tout protéger, eh bien ça craque avec le petit coup tour H3. Bon là, on comprend bien que Tal se soit arrêté. Hein. Oui, là, il était l'heure d'arrêter la pendule parce que on voit que le fou F5 n'est pas prenable. Le fou F5, la dame F8, pardon, est pas prenable. Je vais y arriver. C'est parce qu'il y avait la souris sur le fou F5, donc je parlais de lui. Non, il n'y a pas de souci. Et donc, il n'est pas prenable à cause de tour prend H7. Et donc, on menace déjà de prendre H7 et on voit pas trop de défense. On va d'abord éliminer le défenseur, puis prendre un H7 pour faire mat. Enfin, là, ça craque de tous les côtés. On peut pas jouer H6, il y a prise en H6 aussi. Bref, Tal a subi une attaque à la Tal. Ça peut arriver de temps en temps. Ok. Alors, on va voir un dernier exemple sur ce sacrifice en D5 avec une partie vraiment étonnante, notamment parce qu'elle s'est jouée à l'aveugle. Oui, c'est une partie entre Ivan Tchouk et le grand maître hollandais Luc Van Vely, qui s'est joué en 2006 au tournoi du Melody Amber à Monaco. Donc, c'est un tournoi qui n'existe plus depuis quelques années, mais qui avait la particularité de réunir bon nombre des meilleurs joueurs du monde et qui s'affrontaient en rapide et à l'aveugle. Donc, c'était un tournoi extrêmement spectaculaire. Et donc cette partie a été jouée à l'aveugle. Donc on va le voir tout de suite, mais la partie est vraiment incroyable et c'est juste hallucinant de pouvoir aussi bien calculer sans voir l'échiquier. Donc là, la situation elle est assez claire. Les blancs ont fait le grand roc, donc ce sont des rocs opposés. Les blancs ont avancé les pions en H5 et G5, donc ils sont prêts à avancer le pion G notamment en G6 pour ouvrir les lignes, la colonne G notamment. On voit d'ailleurs que la tour est déjà placée sur cette colonne en G1. On voit le fou D4 qui est aussi extrêmement bien placé puisqu'il vise d'ores et déjà le pion G7. Donc on vient de parler d'ouverture éventuelle de la colonne G. Donc le fou pourrait collaborer parfaitement avec la tour en G1. Et on voit que les noirs ont commencé à chercher du contre-jeu sur la colonne C en mettant la dame et la tour dessus. Ils sont prêts même à tripler éventuellement avec leur deuxième tour. Et donc ici, il faut trouver comment renforcer l'attaque avec les blancs. Et on l'a dit, notre potentiel d'attaque privilégié est basé sur le fou en D4 et la tour en G1, donc l'ouverture de la colonne G afin de viser le pion G7. Mais il faut avoir en tête qu'à tout moment, les noirs seraient prêts à éventuellement fermer la diagonale du fou D4. Alors bien sûr, ça abandonnerait la case D5, donc il faut toujours mesurer ce genre de choses, mais c'est une possibilité quand même que les noirs ont à leur disposition. Et certainement qu'Ivan Tchouk a voulu priver de manière permanente cette option, et donc a joué cavalier D5. Donc attaque la dame. Ok. Attaque la dame et menace aussi d'aller sur F6. Ouais, si Van Vely, je vais y arriver, avait décidé d'enlever sa dame et de refuser ce sacrifice, probablement Ivan Tchouk aurait joué cavalier F6 sur échec. C'est une autre façon pour ouvrir la colonne. Et c'est une façon tout à fait décisive. Si fou prend, pion prend, la colonne s'ouvre et au niveau des cases noires, ça va être rapidement terminé. On voit ici avec dame H6. Et si après cavalier F6, échec, on veut prendre du pion, la colonne G va s'ouvrir tout aussi bien. Et si roi H8 par exemple, on a tout un tas de façons de finir l'attaque, notamment cette méthode très typique avec dame H6 suivie de tour G7. Et on voit bien que les noirs n'ont pas eu le temps de bouger le petit doigt à l'aile dame pour créer du contre-jeu. Donc, véritablement, l'apport de ce cavalier D5 en attaque
vers l'aile roi est tel que les noirs ne peuvent pas le refuser, ce sacrifice. Donc après E prend D5, E prend D5, ça on comprend, on s'y attendait. Au passage, la tour C6 est attaquée, donc il est logique que Van Vely prenne en C2 et sauve sa tour. Et maintenant, le fameux coup dont tu nous as parlé, G6, qui crée un double levier et donc assure aux blancs l'ouverture des lignes au niveau de la colonne, G notamment. Donc on voit ici l'intérêt principal dont tu nous as parlé, c'est que les noirs ne sont plus en mesure de venir lutter le long de la grande diagonale, et le fou D4 est extrêmement fort. C'est la star de cette position pour l'instant. Ouais, c'est clairement l'atout numéro 1 des blancs, et on voit pas trop comment éviter l'ouverture du jeu. Alors, de toute façon, on peut pas avec les noirs, donc il s'agit de limiter la casse et d'essayer de colmater les brèches tant bien que mal. Donc dans la partie, il a pris en G6. On peut peut-être regarder brièvement le coup F6 qui boucherait un peu l'action du fou D4, mais donc bien sûr on prend H7 pour ouvrir la colonne G. Et après roi H8, des coups comme tour prend G7 viennent clairement à l'esprit. Et après roi prend, c'est peut-être pas le seul coup d'ailleurs, mais c'est typique, disons, comme façon de poursuivre. Et après tour G1, roi H8, dame G5 par exemple. Voilà, on a des idées comme ça avec différents mates possibles. Sur G7, sur G8, sur F6, il y en a de partout. Et on voit bien que toute l'armée blanche attaque alors que le roi noir est sans défense, en tout cas sans défense suffisante. Et à l'inverse, les noirs ont réussi une toute petite attaque, mais qui est loin d'être aussi menaçante. Et donc la course est clairement gagnée par les blancs. Donc Van Vely n'a pas voulu abandonner tout de suite, il a préféré jouer H prend G et maintenant tour F8. Donc son objectif, c'est notamment de ramener la tour en défense pour défendre ce point sensible dont tu nous as beaucoup parlé. Mais il est logique qu'avec 4 pièces à l'attaque et seulement une seule pièce à la défense, Ivanchuk décide de faire un troc, tout simplement. Voilà, on ouvre la porte pour arriver jusqu'au roi, et au passage, on élimine justement le dernier élément défensif, ce qui signifie qu'on se retrouve avec une dame et une tour dans une position totalement ouverte face à un roi dépouillé, et donc vous verrez sans problème qu'il y aura mat en 2 ou 3 coups ici pour les blancs. Donc partie très impressionnante, d'autant, on le redit, qu'elle était jouée à l'aveugle. Alors ça prouve qu'Ivanchuk est un grand joueur, bon ça on s'y attendait un petit peu, mais ça prouve surtout que voilà, des coups comme cavalier D5 peuvent être joués de façon intuitive, parce que aussi talentueux soit-il, Ivanchuk n'a pas pu calculer tout jusqu'au bout. Non, clairement pas. Mais il a senti que l'attaque était extrêmement forte, et il a eu plutôt raison. Et si un grand maître du niveau de Van Vely n'a pas été capable de défendre, c'est que vraiment c'est pas chose aisée de défendre ce type de position avec les noirs. Ok. Donc nous voilà arrivés au bout de ces exemples avec le sacrifice sur D5. Au-delà du fait que ce soit le sacrifice le plus fréquent dans ce type de structure avec D6 et E6, il nous a aussi montré avec quelle philosophie de jeu on doit sacrifier dans ces positions-là, c'est-à-dire faire confiance à son intuition, comprendre que le jeu pour l'initiative est bien plus important que le matériel, et ensuite seulement se mettre à calculer par A plus B comment on va pouvoir finir l'attaque. Mais le sacrifice qui va déclencher l'attaque doit être décidé de façon surtout intuitive, ou principalement intuitive. Alors Romu, on va parler d'un nouveau sacrifice, très thématique lui aussi, avec, on va enlever ce petit message d'erreur, avec le sacrifice sur E6 notamment. Oui, donc on l'a dit, donc on s'intéresse au petit centre, donc quand les noirs ont le pion en D6 et en E6. Les blancs ont souvent bien sûr le cavalier sur D4, puisque dans la système ouverte, c'est clairement sa place traditionnelle. Et donc les blancs sont parfois amenés à sacrifier une pièce mineure sur E6. Alors ça peut être le cavalier, qui est donc sur D4 comme je viens de le dire. Ça peut être aussi le fou, qui dans certaines lignes de la sicilienne avec les blancs se situe sur la diagonale A2 G8. Et donc par ce sacrifice, on élimine le pion en E6,
et donc ça nous permet d'obtenir une pièce dans le camp des blancs, donc sur la case E6. Souvent c'est le cavalier qui atterrit sur cette case, et donc sur E6 évidemment il est extrêmement menaçant puisqu'il se rapproche du roi noir, il vise tout un tas de cases critiques comme G7, C7, enfin, vous voyez sur les flèches, c'est forcément une pièce menaçante, et en plus, grâce à la disparition du pion en E6, le cavalier en C3 peut avoir accès à la case D5. Donc ça lui permet de se joindre aussi à l'attaque et donc d'augmenter encore une fois le potentiel d'attaque des blancs, ce qui peut être forcément intéressant. Donc le but du jeu, c'est ouvrir le jeu en éliminant le pion en E6, permettre à une pièce mineure, souvent le cavalier, d'arriver plus proche du roi noir et donc d'être plus menaçant, et de permettre enfin à une pièce supplémentaire, à savoir le cavalier C3, d'avoir accès à cette case en D5 et donc se joindre également à l'attaque. Ok, bon, c'est très clair. On va voir maintenant ce qu'il en est dans les parties. Et on a pris une partie de Paul Keres. On voit souvent des parties de Keres sur cette chaîne. C'est pas parce qu'on est particulièrement fan de Keres, c'est juste parce que c'était un très grand joueur et surtout un joueur de principe. Donc il jouait des lignes principales et il refusait jamais le combat, donc ces parties sont souvent très intéressantes. Donc là c'est une partie jouée en 1954 pendant les Olympiades face à un certain Yaroslav Saitar, et donc Keres a les blancs. Alors on va regarder la partie en entier, c'est une Najdorf. Ouais, donc les coups constitutifs de la Najdorf sont en train d'apparaître. 6 et fou G5. Bon, bien sûr, il y a énormément de coups possibles. Fou G5 est l'un de ces coups possibles. Et après cavalier BD7, fou C4. Les noirs doivent lutter pour le contrôle de la case D5. Donc, ils jouent E6, petit roc. Et maintenant, dame C7. De la part de ce joueur Saitar. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette ouverture? Alors, dame C7 est un coup responsable quand on fait face à la variante avec fou C4, enfin, lorsque les blancs développent le fou en C4, parce que c'est pas forcément dans cette position spécifique, mais lorsque les blancs mettent le fou en C4, il faut toujours être vigilant au sacrifice en E6, parce qu'avec le cavalier en D4, on l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, le sacrifice en E6 devient forcément possible. Et lorsqu'on place la dame en C7, ça éveille encore plus l'attention des blancs, puisque lorsque le cavalier va reprendre en E6, il va attaquer la dame en C7. Donc il va gagner un tempo extrêmement précieux dans l'attaque. Donc on l'a dit, quand on sacrifie, il faut maintenir l'initiative, et donc le fait d'attaquer la dame va leur permettre justement de garder cette initiative. Donc dame C7 s'avère être certainement une faute dans cette position. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait pu conseiller à la place alors? Peut-être. Alors il y a des coups un peu. Alors fou E7 c'est la même chose, puisqu'après fou. C'est même pire, je crois. Hein. Ouais, c'est pire parce que pion G7 se retrouve sans protection. Exactement. Ouais. On va prendre... Et donc après, voilà, cavalier prend. On le disait tout à l'heure, hein, le cavalier en E6 se vise plein de cases, et notamment la case G7. Et là, on aurait déjà 3 pions pour la pièce sacrifiée, plus l'attaque et un meilleur développement. Ça commence à faire beaucoup. Hein, là, c'est vraiment plus la peine de calculer pour ce genre de choses. Donc ça, on n'hésiterait pas. Donc a priori, le bon coup, c'était plutôt dame A5. Dame A5 ou dame B6, ouais. En tout cas, mettre la dame sur une case où elle ne se fera pas attaquer par le cavalier. Donc il me semble qu'on a rentré quelque chose avec dame A5, voilà. Une partie d'Ivanchuk avec les blancs face à Elvest. Donc le fait d'enlever la dame des cases C7 et D8 va notamment permettre en cas de sacrifice avec les noirs de pouvoir s'organiser sans perdre de temps avec la dame. Ici en plus au passage on voit que la dame sur A5 nous permet de gagner un petit tempo sur le fou. Donc attention à ces sacrifices sur E6, et dans cette partie, eh bien, l'adversaire de Keres ne s'est pas suffisamment méfié, et il est très logique que Keres ait choisi d'entrer dans le vif du sujet, on va dire. Donc c'est exactement le scénario dont tu nous as parlé. Il donne une pièce pour les 2 pions principaux, ou parmi les pions principaux qui défendaient le roi, et en plus, ça tu nous l'as dit aussi, avec la disparition du pion E6, on gagne la case D5,
Et évidemment, ces deux cavaliers commencent à faire très très peur quand on a les noirs, puisque ce sont plus des pieuvres que des cavaliers d'ailleurs. Ouais, là c'est clair qu'on commence à regarder les fourchettes de tous les côtés. Enfin, bon, il y a C7, il y a B6, il y a G7. Enfin, effectivement, ça fait peur. Ouais. Alors, si les noirs avaient cherché... Ouais. Et s'il avait pris, ouais, c'est ça. S'il avait pris, c'est quand même très similaire aux positions qu'on vient de regarder avec le sacrifice en D5 dans le chapitre précédent. Ouais, parce que là, la colonne s'ouvre, donc la tour F1 va pouvoir entrer en jeu assez vite. Donc là, par exemple, roi F7, justement, pour essayer de s'enlever de cette colonne. Mais dame F3, échec. Encore une fois, on voit que les blancs s'efforcent de garder l'initiative en faisant des échecs ou des menaces. Cavalier F6, fou prend F6, on fait sauter le verrou, et tour 1, tout simplement, avec l'idée de ramener la tour via la case E4, et ensuite peut-être dame H5 ou tour F4 ou et là, tour A1. Oui, même sans calcul, on comprend bien que chez les noirs ça ne va pas du tout, leur roi est très faible et ils ont une pièce de plus, mais cette pièce ne se voit pas du tout, puisque bien entendu avec deux tours en A8, finalement toutes les pièces sont sur leur case de départ. Donc c'est pas comme ça qu'on peut lutter et se défendre efficacement. Alors voyons ce qui s'est passé dans la partie. Donc les noirs ont cherché à fuir avec leur roi, avec roi F7, et dans cette position, bon, on va donner le coup qui était théoriquement le meilleur, mais on peut comprendre que Keres soit passé à côté. Le bon coup, c'était B3. Alors c'est une idée assez profonde. On espère notamment attirer la dame sur E4, afin, un petit peu plus tard, d'avoir dans certaines variantes, des fourchettes entre la dame sur E4 et le roi sur F7. Donc ça, ce sont des coups d'ordinateur, on va dire, mais il n'est pas nécessaire de jouer comme un ordinateur pour concrétiser cette attaque. Et d'ailleurs, on va le voir avec ce qu'a fait Keres. Donc il a préféré échanger d'abord sur F6, et ici, les noirs sont devant un dilemme. Est-ce qu'on doit prendre du pion? Est-ce qu'on doit prendre du cavalier? Dans tous les cas, il y aura un problème, hein, Romu? Oui, en fait, il y a trois choix pour les noirs. Ils peuvent prendre du pion en F6, ils peuvent prendre du cavalier en F6, et ils peuvent même prendre le cavalier en E6 avec le roi. Et donc, encore une fois, à chaque fois qu'on a le choix, forcément, on a un risque de se tromper, et dans la partie, il s'est trompé. Mais la position est tellement compliquée, c'est hyper difficile de survivre dans la jungle de toutes les variantes. Et là, visiblement, le meilleur coup était cavalier prend F6, si je ne me trompe pas. C'était cavalier prend F6. Alors, il est facile quand même d'en éliminer un, c'est-à-dire pion prend, parce qu'il y aurait un mat assez rapidement après dame H5, roi prend E6 et dame E8, voilà, qui fait mat. Enfin, fou E7 et dame prend E7 fait mat. Mais donc, en effet, il aurait fallu prendre avec le cavalier. Après quoi, on retrouvait notre fameuse idée avec B3. On vient déstabiliser la dame, qui participe à la défense, et bien entendu, elle ne peut pas prendre à cause des fameuses fourchettes dont tu nous parlais juste avant. Ouais, c'est ça. Et donc, B3, voilà, donc B3, donc là, il est obligé de sacrifier la dame. F1, voilà, ça, ce sont des lignes qui ont été analysées après la partie, bien sûr. Voilà. Le jeu reste compliqué. Certainement, les blancs sont mieux, mais après, il faut convertir. C'est pas encore si simple quand même. Voilà. Le roi noir est quasiment tiré d'affaire maintenant, puisqu'il n'y a plus suffisamment de pièces blanches pour attaquer. Mais malgré tout, il peut être la cible. Il peut être l'une des cibles pour des doubles attaques ou des choses comme ça. Et en échange, quand même, on a une tour et 2 pièces légères pour la dame. Donc, c'est pas si clair quand même. Non. Que les noirs. Les blancs ont plus d'espace avec leurs pions, donc ça prend des cases aux pièces noires. Mais effectivement, matériellement, ça va pour les noirs. Bon, la position est complètement jouable pour les deux camps. Okay. Mais malheureusement, pour les noirs, ils se sont trompés et ils ont joué donc roi prend E6, qui est une faute. Après fou C3, le fou se retire et on dit au roi noir, voilà, maintenant tu es en E6. Que fais-tu en plein milieu? Que fais-tu en plein milieu? Il faut faire le rock aux échecs en général, et toi tu n'as pas eu cette chance et je vais te montrer. Alors si donc, justement il avait cherché à aller se cacher. Ouais, c'est un peu trop tard parce que la dame arrive maintenant avec dame H5, échec, on provoque G6, et après dame F3,
grâce à l'affaiblissement causé par G6, on a la case F6, donc cavalier F6 échec, cavalier prend, dame prend, et la tour H8 est condamnée. Et je crois et que le les roi noirs avec, hein, Oui, c'est ça. Ok. Donc après fou C3, on va regarder la fin en accéléré. On a vu l'essentiel, je pense. Après cavalier F6, il a décidé d'éliminer ce cavalier pour casser la structure. Et maintenant, une petite fourchette. On s'y attendait, hein, avec les deux ça pieuvres. devait se terminer par une fourchette, hein, de toute façon. Donc cavalier B6, dame C6, cavalier prend A8. Donc là, les blancs ont l'avantage matériel et en plus le roi en E6. Donc, Maintenant, on va peut-être s'arrêter après ce joli coup A4. Donc l'idée, ça peut être de venir sauver le cavalier, de le sortir du coin, mais ça va aussi être de faire participer la tour pour venir en D3, en F3, en G3, peu importe où, mais en tout cas, la tour qui était plutôt endormie, plutôt spectatrice, va pouvoir participer. Et donc après quelques coups précis, Keres a fini par l'emporter, mais vraiment, on vous met en garde contre ce type de jeu si vous avez les noirs, évidemment. Si vous avez les blancs, à l'inverse, on vous invite à réfléchir à ce genre de choses. On vous remonte la position dans laquelle il y a eu le sacrifice. Lorsque les noirs choisissent ce petit centre et que l'adversaire, les blancs, développent leur fou en C4, il faut toujours vérifier cette histoire de fou prend E6. C'est extrêmement fort pour les blancs. Et donc avec les noirs, il faut prendre des mesures pour lutter contre ça. Alors on a un autre exemple bien plus récent, Romu, avec deux des joueurs les plus spectaculaires de l'époque moderne. Hein. Ouais, c'est une partie extrêmement célèbre, mais c'était difficile de ne pas la montrer, entre Alexei Chirov et Judith Polgar. Donc c'est une partie assez incroyable qui a été jouée à Tilburg, aux Pays-Bas, en 1996. Et donc on voit que les Blancs ont effectué le petit roc et ont avancé les pions en F5 et en G5. Donc ils ont commencé à se lancer à l'attaque, on va dire. L'idée de cette avancée de pion, alors le pion G s'est avancé jusqu'en G5 pour chasser le cavalier en F6 qui était le principal défenseur du roc, et le pion F s'avance traditionnellement dans la sicilienne pour essayer d'ouvrir des lignes, soit pour mettre la pression sur E6, soit parfois c'est pour aller en F6 et essayer d'éventrer le roc noir. On voit que les noirs sont un peu resserrés, puisqu'ils ont la tour en A8, cavalier en B8, fou en C8, le cavalier en D7. Enfin, au niveau du développement, ils sont relativement en retard, tandis que toutes les pièces blanches sont déjà développées, les pièces mineures en tout cas. Et donc Chirov, bien évidemment, qui lui aussi était est toujours d'ailleurs un grand joueur d'attaque, évidemment a sacrifié en E6. Il ne se fait pas prier pour ouvrir les lignes, et même si c'est au prix d'une pièce, c'est pas ça qui lui faisait vraiment peur. Et alors, donc, on peut s'interroger quand même sur l'intérêt de donner le cavalier alors qu'il aurait très bien pu prendre avec le pion. Oui. Alors si on prend du pion, effectivement, après pion prend E6. Alors on comprend l'idée de prendre en E6, c'est d'ouvrir la colonne F et donc par exemple de viser la case F7 notamment, donc fou H5. Et après, donc G6 qui perd la menace. On peut imaginer fou G4 pour attaquer le pion E6. Les noirs ont à leur disposition le coup cavalier E5, qui est un très bon coup. Donc on a déjà évoqué ça. La case E5, c'est une case extrêmement importante pour les noirs notamment. Et lorsque ils arrivent à stabiliser un cavalier sur cette case, normalement, ce cavalier fait pas mal de choses utiles. Il peut défendre, il peut viser la case C4 pour du contre-jeu. Là, il attaque le fou en G4 aussi. Enfin, c'est un cavalier qui est extrêmement utile. Et les noirs arrivent plus ou moins à stabiliser la position ici. Donc, grâce au coup cavalier prend E6, on va voir que Chirov va éviter ce genre de scénario, puisque après pion prend E6, il joue fou H5 dans cette position. Et donc maintenant, les noirs doivent faire face à un dilemme, parce que la tour est attaquée. Alors dans la partie, Polgar a joué G6. Si elle bouge la tour, donc par exemple tour E7, ce qui est humain pour défendre la case F7 notamment, on prend E6. Donc on attaque le cavalier D7 et on ouvre la colonne F, et donc par conséquent on reprend le contrôle de la case F7. Le cavalier doit bouger. Alors, il n'y a pas tour prend à cause de fou prend F7. Il y a de fou F7 qui gagne la tour.
Donc, et sur cavalier B6. Hop. Sur cavalier B6, dame F3. Donc là, on voit que sur la colonne F, on commence à avoir des méchantes idées. Donc on menace bien sûr échec et mat, dame prend F8. Et là, la dame D8 se retrouve surchargée, puisqu'elle doit défendre à la fois le fou F8, mais aussi le cavalier en V6. Et donc après, fou prend B6, dame prend B6. On fait le petit coup tour F2, qui part l'échec et qui menace dame prend F8. Et si la dame revient en D8 pour défendre, le problème est que les blancs sont capables de jouer tour A F1 qui ramène un troisième attaquant du fou F8 et les noirs sont dans l'incapacité de défendre suffisamment ce fou et les blancs gagnent la partie immédiatement. Ouais, cette variante plutôt illustre parfaitement ce qu'on disait dès le début de cette vidéo, à savoir que très souvent dans la sicilienne, les noirs mettent en place une jolie chaîne de pions, mais ça leur coûte du temps et les blancs ont pour mission d'exploiter leur avance de développement et là, l'illustration est juste parfaite. Hein. Les noirs n'ont même pas eu le temps de développer la moindre pièce à l'aile dame. Et donc, c'est la catastrophe. Donc, ok, la grande différence entre cavalier prend E6 et pion prend E6, c'est notamment d'avoir gardé ce pion disponible en F5. Finalement, le pion est encore plus fort que le cavalier sur D4, parce qu'il contrôle des cases bien plus essentielles. C'est ça. Ok, donc là, Judith Polgar a joué G6. Bah, du coup... on va prendre en G6, donc on voit l'intérêt, comme tu viens de le dire, d'avoir gardé le pion sur F5. Donc là, il y a un peu le feu à la maison. Un peu beaucoup, ouais. Donc, elle a joué tour E7, qui est normal. On enlève la tour du viseur du fou H5, et en même temps, on essaie de défendre la 7e rangée. Et là, Chirov, qui était assez inspiré ce jour-là, a joué le coup cavalier D5. Donc, un coup qui va pas nous surprendre dans cette vidéo puisque on a déjà regardé ce type de sacrifice, mais là l'idée elle est un peu différente de ce qu'on a pu regarder dans les exemples précédents, puisque l'idée est que bien sûr ça fait une fourchette, donc le cavalier doit être capturé, et l'idée est de faire intervenir la dame dans l'attaque, puisqu'après dame prend D5, la dame fait échec et on voit que elle arrive à se joindre à l'attaque de manière assez efficace. Donc roi H8 et pion prend H7. Donc l'idée est de menacer mat en G8. Donc là, Judith Polgar a... Bon, c'est pas souvent que Polgar a les noirs dans ce type de partie. Ouais. C'est quand même une joueuse hyper spectaculaire qui adore sacrifier, qui a souvent eu les blancs dans les Siciliennes ouvertes et a souvent attaqué. Mais là, vraiment... Elle est tombée sur un os ce jour-là, et Chirov, il n'était pas là pour rigoler. Hein. C'est un peu comme Tal tout à l'heure, qui avait les noirs. Bon, donc là, elle a pris en H7 avec la tour. Okay. Donc, ça semble assez logique, on va dire. Fou G6, donc on continue à attaquer. Il y avait peut-être G6 qui était aussi très fort, mais ok, on ne va pas rentrer dans les détails. Fou G6, c'est très bien. Là, elle a joué fou G7, essayer de rendre un peu de matériel, mais de renforcer la défense de son pauvre roi. Je pense aussi qu'elle a voulu redonner de la possibilité à son cavalier d'entrer en jeu, parce que jusqu'à présent, il était obligé de rester à la surveillance de ce fou, et c'est quand même ce cavalier qui crée un embouteillage au niveau de l'aile dame. La dame ne peut pas défendre la 7e, le fou ne peut pas se développer, donc elle avait peut-être l'espoir, enfin je pense pas qu'elle avait beaucoup d'espoir à ce moment-là de la partie, mais voilà, son objectif c'est probablement de faire jouer le cavalier D7, mais après fou prend H7, une nouvelle pièce défensive disparaît de l'échiquier, et en plus ça menace mat en G8. Malheureusement pour les noirs, ils ne peuvent pas reprendre en H7, parce qu'après G6, on fait tout sur échec pour ne pas laisser respirer le roi adverse, et après roi prend G6, c'est déjà échec et mat par dame F5. Donc on peut regarder les derniers coups en accéléré, Romu, je pense. Oui. Voilà. Dame D8. Dame D8. Chirov a joué fou F5, le fameux cavalier E5, et maintenant dame D1, un joli coup d'attaque en arrière pour menacer dame H5. On prend F5, on essaie d'éliminer les défenseurs, enfin les attaquants, pardon. On prend F5, dame E8 pour empêcher dame H5, G6 pour remenacer. On réitère la menace là-bas, avec toujours F6 en ligne de mire à un moment donné, ou fou H6, des choses comme ça. Et donc après cavalier G4, donc on ne peut pas prendre le cavalier, enfin on peut prendre le cavalier, mais Polgar espérait se venger sur le fou E3.
ce qui a incité son adversaire à jouer fou D4. Bon voilà, il y a une position catastrophique pour les noirs. On peut juste montrer encore un dernier coup après Dame E4, F6. Voilà, probablement Paul Gare pouvait s'arrêter à ce moment-là. On comprend que c'est une boucherie et que les noirs ne vont pas s'en sortir. Donc partie très impressionnante de Chirov, avec un sacrifice en E6, un sacrifice en D5. Vraiment, c'était le feu sur l'échiquier. Oui, comme il a l'habitude de le faire dans ses parties. Et cette partie est vraiment incroyable, et de créativité surtout, parce que faire penser à des cas, il prend E6, fou H5, c'est vraiment, c'est de la créativité à son paroxysme. Ouais. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que ces joueurs-là ont compris que le rôle des blancs dans la sicilienne, c'était d'attaquer à tout prix, et donc, puisqu'on leur dit que c'est à tout prix, eh bien, ils n'ont pas de limite, quoi. Ok. Alors passons à un thème différent, avec cette fois-ci le sacrifice sur B5. Alors ici, ça peut être un sacrifice destiné à lancer l'attaque, mais c'est peut-être quasiment un sacrifice pour jouer une finale, ce sacrifice en B5. Oui, complètement. En fait, l'idée de sacrifier le fou en B5, ça peut être le cavalier, mais c'est souvent le fou. Ouais. L'idée, c'est de prendre 3 pions, puisqu'on prend les pions A et B, puis en général, on ramasse le pion en D6, et donc on obtient 3 pions pour la pièce. Et ce qui confère aux blancs d'avoir 3 pions passés liés sur l'aile dame. Donc en général, ils ne sont pas contre l'idée de jouer une finale. Alors bien sûr, en faisant attention au contre-jeu de l'adversaire, parce que l'adversaire a une pièce de plus quand même. Et souvent, dans ce genre de scénario, les blancs ont effectué le grand roc, ce qui veut dire que le roi est juste derrière ces 3 pions passés, donc il est prêt à les soutenir dans leur avancée. Et donc voilà, les blancs en général essayent grâce à leurs pions, d'étouffer un peu les noirs et de priver les pièces noires de cases importantes, et après petit à petit d'essayer d'avancer les pions ABC pour essayer d'aller faire une dame sur l'aile dame. Ouais. Et évidemment, ça peut aussi être l'occasion d'amener un cavalier sur D6, enfin, ça peut aussi être destiné à attaquer, notamment lorsque le roi est resté au centre. Mais dans la partie qu'on va voir, c'était plutôt dans cette optique de jouer une finale. Alors on retrouve Alexei Chirov, mais du mauvais côté de l'échiquier, comme quoi ces joueurs d'attaque avec les blancs, qui sont aussi très friands de sicilienne côté noir, peuvent subir les caractéristiques de ces attaques blanches. Et là, donc, Chirov a perdu cette partie face au jeune chinois Wei Yi, qui est le plus jeune grand maître, je crois. Ou un des plus jeunes. Ouais, l'un des plus jeunes. Et donc là, la partie était genre en 2013, donc il ne devait pas vraiment être très très vieux. Déjà non, j'ai dit une bêtise. Il est le plus jeune à avoir franchi les 2700, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Quelque chose comme ça, pardon. Et il a joué quelques parties fantastiques avec les blancs contre la sicilienne. Je pense à une partie qu'il a jouée contre le grand maître cubain Bruzon, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est une partie qui a été par certains journalistes et commentateurs qui a été primée comme étant la meilleure partie de notre siècle, donc jusqu'à la prochaine évidemment, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on entend ça, donc je vous conseille de la voir. Et cette partie aussi contre Chirov est extrêmement impressionnante. Donc une nage d'or. Bon, Chirov. Ok, donc on retrouve notre petit centre, fou E2, Dame C7, B5. Et là, ici, attention, bien sûr, on a vu ça dans des vidéos précédentes, les noirs veulent lutter pour le contrôle du centre, notamment l'attaque du pion E4, donc il faut protéger ce pion. Il a joué F3, cavalier D7, A3, une nouvelle mesure contre ce coup B4, et ici Chirov joue un coup relativement à la mode dans les siciliennes, le coup H5, qui est destiné notamment à rendre beaucoup plus difficiles les attaques basées sur le coup G4. Ouais. Donc le joueur chinois a choisi le grand roc, et maintenant tour B8 de la part de Chirov. Bon, on est vraiment dans la sicilienne pure et dure. Les deux joueurs se développent de façon très classique pour une sicilienne, et on voit que par son dernier coup, Alexei Chirov prépare B4 et l'ouverture
de l'aile dame. Alors Romu, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Comme tu viens de le dire, les noirs sont prêts à ouvrir le jeu sur l'aile dame, tandis que les blancs, contrairement aux parties précédentes, ont placé leur pion en F3 et non pas en F4. Donc, si les noirs sont prêts à ouvrir le jeu sur l'aile dame, les blancs ne sont pas vraiment capables d'en faire autant sur l'aile opposée ou même au centre. Il n'y a pas F5 et comme on l'a dit, c'est souvent une course à l'initiative, et là on a l'impression justement que les noirs sont en avance. Donc oui, bien sûr, a compris tout ça, et a décidé de changer un peu le caractère de la position en sacrifiant son fou en B5. Alors l'idée, on l'a dit, c'est de ramasser 3 pions. Donc après pion prend B5, cavalier D prend B5, on ouvre la colonne D, dame bouge en B7. Okay. Et là, on va se venger sur le pion en D6. Alors il faut faire un petit peu attention parce que évidemment il y a le pion B2 derrière, donc on ne pourrait pas faire cavalier prend D6 puisqu'on se ferait mater. Non, pas maté, mais en tout cas... On n'est pas encore mat, mais ça sent pas bon. Ouais. Ouais. Donc, évidemment, Wei a évité ce genre de mésaventures et a joué le coup spectaculaire, mais pas hyper difficile non plus, dame prend D6. Donc, c'est un pseudo-sacrifice de dame, puisque après fou prend dame, évidemment, cavalier reprend et on récupère la dame sur fourchette. Et après cavalier prend B7, fou prend B7, on a exactement le scénario dont on a parlé tout à l'heure. À savoir, on a une finale, en tout cas une position sans les dames, où les noirs ont une pièce de plus, un cavalier de plus, les blancs ont 3 pions, qui sont passés et liés, et le roi en C1 qui est juste derrière pour les soutenir. Donc, est-ce que les blancs sont mieux? Est-ce que c'est équilibré? Honnêtement, j'ai envie de dire peu importe. L'important, c'est de comprendre les déséquilibres et quels sont les atouts de chaque camp. Et après, encore une fois, celui qui va le mieux jouer cette position va certainement l'emporter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Et maintenant, que le meilleur gagne, mais comme tu l'as dit, chacun a ses atouts. Les noirs ont une pièce de plus, les blancs ont 3 pions passés liés à l'aile dame. On vous met en garde cependant, ces pions passés, il ne faut pas chercher à les avancer trop vite. Ça a beau être notre atout principal, si on les pousse trop tôt, il est possible qu'ils deviennent faibles, et soit qu'ils se fassent bloquer, soit qu'ils se fassent attaquer, c'est souvent les deux d'ailleurs. Donc il faut y aller tout doucement. Ici avec les blancs, on n'est pas pressé, nos pions, c'est la prunelle de nos yeux, nos pions de l'aile dame. Donc on va prendre des mesures de préparation et on va les avancer petit à petit. Voilà, on est plutôt en mode rouleau compresseur qu'en mode course contre la montre. Donc ici, Wei va améliorer petit à petit la position de ses pièces. Il double notamment les tours sur la colonne D. Et après cavalier E5, il y va petit à petit. Il commence par A4. Il y a eu un échange sur la case D4, cavalier FD7. Et maintenant, le coup B3. On voit notamment qu'en présence des fous de couleur opposée, Wei prend des mesures pour mettre un maximum de ses pions sur la couleur blanche afin de limiter le potentiel du fou B7 justement, et ensuite il va chercher à avancer le pion C. Donc maintenant il a joué cavalier B5, il s'apprête à jouer C4, il va ensuite soutenir avec son roi. Voilà, on n'a pas souhaité vous montrer la partie dans son entièreté, tout simplement parce que si on veut vous montrer tous les exemples qu'on a prévus et garder une durée de vidéo pas trop grande, on va dire, on peut pas montrer tout jusqu'au bout, mais voilà, si l'idée c'est de vous permettre de comprendre quels types de sacrifices sont à la disposition des blancs dans la sicilienne, et donc ce sacrifice en B5 il est souvent destiné à obtenir ce genre de finale déséquilibrée, avec les pions passés d'un côté, la pièce d'avance de l'autre côté, et encore une fois, c'est un jeu très tendu et que le meilleur gagne, on va dire. Oui, totalement. Ok Romu, alors il nous reste encore un dernier type de sacrifice à regarder, c'est cette fois-ci le sacrifice sur la case F5. Alors on a vu D5, on a vu E6, on a vu B5, il en existe aussi sur F5, on a vraiment le choix. Ouais, donc le point commun en fait, on va dire le point commun avec le sacrifice sur D5 qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est, ou même le sacrifice sur E6, c'est justement la volonté de faire disparaître ce pion en E6. On voit que le pion en E6, c'est vraiment la base de
du contrôle du centre des noirs, puisqu'il contrôle la case D5, qui est une case privilégiée, notamment pour le cavalier C3. On l'a vu plusieurs fois dans les exemples précédents. Et donc, on avait vu tout à l'heure qu'on pouvait carrément sacrifier sur cette case en E6 pour éliminer ce pion. Mais l'autre sacrifice qui peut être à disposition des blancs, c'est justement de passer par la case F5 et de mettre le cavalier en prise sur la case F5. Donc, bien évidemment, quand on met un cavalier sur F5, il se rapproche inévitablement du roi adverse, donc il devient de plus en plus menaçant. Il attaque G7, E7, H6, D6. Donc, souvent, les noirs vont être amenés à capturer ce pion. Et nous, souvent, avec les blancs, j'ai dit nous parce que j'aime bien les blancs dans ce genre de position. En général, les blancs sont amenés à reprendre avec le pion E4 en F5 et obtiennent l'ouverture de la colonne E. Donc, encore une fois, l'ouverture des lignes, hein, ça c'est ce qu'on a dit depuis le début. L'ouverture parfois de la diagonale, s'il y a un fou sur la diagonale A2, G8. Et bien évidemment, l'accès à la case D5 pour le cavalier en C3. Et on l'a dit, donc, il y aura un amas de pions sur l'aile dame, puisqu'il y aura un pion en F5, un pion en F4, souvent il y a le pion G qui se joint aussi à eux, pour essayer de s'avancer et d'ouvrir encore un peu plus les parages du roi noir. Ouais, finalement, c'est très similaire à cavalier D5, en ceci que lorsqu'on sacrifiait sur D5, on souhaitait aussi ouvrir les lignes pour donner une case au cavalier D4, et cette fois-ci, en sacrifiant F5, toujours pour ouvrir les lignes et donner un accès au cavalier C3 sur la case D5. Donc, d'une façon ou d'une autre, la philosophie reste la même, et tu as tout à fait raison de nous dire que les trois sacrifices qu'on a évoqués, alors pas celui sur B5, hein, mais les trois sacrifices en D5, E6 et F5 sont toujours dans la même volonté de supprimer ce pion E6 qui est finalement le pion le plus important dans ce type de structure. Alors on va illustrer ça avec notamment une partie du grand maître Velimirovitch. Alors c'était à notre sens impossible de ne pas citer Velimirovitch, tout simplement parce que l'une des variantes de la sicilienne porte son nom, c'est lorsqu'on développe le fou en C4, on va voir exactement justement dans cette partie. Et il est l'un des grands maîtres qui a joué le plus de sacrifices, notamment sur F5 et sur D5, donc on était obligé de lui rendre hommage en citant au moins une de ses parties. Ouais, complètement. Donc, comme tu l'as dit, justement, ce système d'attaque avec le fou en C4, fou en E3 et la dame en E2 s'appelle le système Velimirovitch. Donc, c'est dire le nombre de victimes qu'il a dû faire avec ce système pour qu'on lui attribue son nom. Donc, l'idée est assez simple à comprendre. La dame en E2 se place sur la colonne du roi adverse. Elle ne gêne pas l'action de sa tour en D1. Et le fou en B3 et le cavalier en D4 tapent sur E6. Donc on voit que l'action centrale des Blancs est extrêmement présente par ce développement et on va voir que évidemment les sacrifices vont arriver assez inévitablement, j'ai envie de dire. Donc là les Noirs jouent cavalier A5 qui est une ressource assez courante dans cette variante. Les Noirs s'efforcent d'éliminer ce fou en B3 pour éviter qu'il se sacrifie, réduire le potentiel d'attaque et souvent, on l'a vu tout à l'heure, le fou peut être amené à se sacrifier sur E6 notamment. Donc cavalier A5 est un moyen typique de jouer pour les Noirs. Et là, les Blancs jouent G4. Donc ça aussi, c'est une façon traditionnelle de poursuivre avec les Blancs, l'idée étant bien sûr de continuer par G5, donc pour chasser le cavalier en F6, qui défend notamment la case, le roi en général et la case H5, donc après la dame peut éventuellement viser la case H5, et en plus le pion G peut aussi servir plus tard pour ouvrir les lignes sur l'aile droite. Donc G4 voilà, c'est... On peut arriver sur G6, et il y a une dernière idée possible aussi, c'est de faire coulisser, comme on a déjà vu souvent, la tour sur la colonne G. Ok, donc les blancs passent à l'attaque, B5, G5, ça on s'y attendait, cavalier prend B3, bon, normal aussi, et cavalier D7. Donc jusqu'ici tout était très logique, très normal, et on arrive à notre fameux sacrifice, avec ici le coup cavalier F5. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, comme tu l'as dit dans
dans la petite présentation de ce chapitre, le cavalier en F5 est extrêmement fort. Il attaque G7, E7, D6. C'est quasi insupportable, quoi. Je veux dire, on a très peu d'exemples de parties dans lesquelles, après un sacrifice sur F5, les noirs n'ont pas pris sur F5, parce que le cavalier est trop fort. Donc justement, dans la partie, les noirs ont pris, et on comprend bien ce que tu nous disais tout à l'heure, ce pion E6 est extrêmement important. Dès qu'il est parti, il y a des choses qui se libèrent, ça peut être la colonne E, mais ça peut être tout simplement la case D5, et c'est exactement le cas ici. Le cavalier est juste parfait, il attaque la dame, il attaque E7, et il pourrait aussi attaquer la case F6 comme on l'a vu précédemment. Et donc après dame D8, c'est très très similaire encore une fois au sacrifice en D5, on ouvre la colonne E, et on commence à voir arriver des petites menaces avec F6. Hein. Oui, F6, l'ouverture de la colonne E, donc la tour H1 peut aussi éventuellement aller sur E1. Le fou en D4, enfin le fou en E3 peut aller sur la case D4. Enfin, on sent encore une fois que, et j'insiste sur le mot sent, c'est très important de ne pas forcément calculer concrètement. On voit bien que les coups blancs viennent naturellement, on a beaucoup d'idées d'attaque. Et donc, au moins en pratique, ce sacrifice a l'air extrêmement dangereux. Et on va voir que le pauvre adversaire de Velimirovic va avoir bien du mal à défendre face à cette attaque. Donc là, il a essayé de roquer, ce qui est quand même assez Juste humain. faire une petite parenthèse. Dans ce genre de position, on aime bien essayer de multiplier les couches devant notre roi pour essayer d'interdire l'attaque de l'adversaire. Mais attention, traditionnellement, il peut y avoir des problèmes sur la case B6. Je ne sais pas si c'est le meilleur coup, mais c'est quand même un coup typique. Et on obtient ensuite une fourchette possible en C7. Donc voilà, on aurait aimé que le cavalier vienne s'interposer sur la colonne E, mais visiblement, ce n'était pas possible. Donc comme tu nous disais, il a essayé de roquer. En plus, le cavalier en E5, on peut à tout moment le chasser par F4. Hein. Donc ça serait une couverture qui pourrait vite, voilà, exactement. Ouais. Donc dans la partie petit roc. Il a roqué, oui, c'est ça. Et donc là, F6, tu l'as dit tout à l'heure, le pion, on n'hésite pas à le donner, ce pion, pour ouvrir encore plus les lignes. Et vraiment, c'est une constante. Il faut ouvrir les lignes et de façon à libérer le passage pour nos pièces. Donc là, il a pris, de toute façon, pas trop le choix. Et maintenant, fou D4. Donc on multiplie les attaques. On joint une nouvelle pièce à l'attaque en faisant en plus une menace au passage sur le fou E7. Donc là, les noirs ont joué cavalier E5, donc dans l'espoir justement de boucher l'action de la dame sur la colonne E. Sur tour E8, on prendrait bien sûr en F6 pour ouvrir la colonne G. Et après cavalier F6, on sent qu'il y a de la tactique qui traîne. Et après fou prend F6, cavalier prend F6, la dame D8 est surchargée. Elle ne peut pas défendre la tour et la case F6 en même temps. Et les blancs gagnent du matériel. Le roi qui est complètement à l'air, et donc c'est complètement terminé. On a l'attaque et le matériel. C'est un petit peu trop. Donc il a essayé le fameux cavalier E5 pour colmater les brèches. Mais la colonne G finit par s'ouvrir. Et certes, les noirs ont une pièce de plus, mais les pièces blanches sont sans comparaison possible, beaucoup plus actives et beaucoup plus harmonieusement organisées aussi. Donc il est logique que ça se termine assez rapidement par un mat. Donc après fou prend F6, tour G1 échec. Le fou a cherché à s'interposer à son tour, mais maintenant fou prend E5. Voilà, puisque le fou est cloué, on amène la dame. Et voilà, on préfère être à la place des blancs qu'à la place des noirs, ça c'est clair. Donc après F6 qui est le seul coup, cavalier E7 échec. Si le roi vient sur H8, on va faire mat en quelques coups, malgré la disparition des dames, avec tour prend F8 et tour G8 mat. Une jolie fin pour cette partie. Et le joueur avec les noirs a préféré se faire mater d'une autre façon. Après roi F7, dame H5 échec. Bon, il a abandonné à ce moment-là, mais s'il avait joué roi prend E7, il y avait tour prend G7 échec, suivi d'un mat en quelques coups qui commence par dame E2, mais nos abonnés trouveront facilement comment ça se termine. De toute façon, au pire, il y a aussi la dame noire qui était en prise. Donc ce sacrifice en F5, Romu, c'est devenu un automatisme chez tous les joueurs de sicilienne côté blanc.
Ouais, c'est thématique, hein. Comme le sacrifice en D5, on peut dire exactement la même chose pour le sacrifice en F5. Les blancs ne doivent pas reculer devant un tel sacrifice. L'objectif ultime, c'est d'ouvrir les lignes et de permettre à nos pièces d'attaquer le roi. Donc, que ça soit sur D5 ou sur F5, peu importe, il faut ouvrir. Ok. Donc, une nouvelle partie. Donc, là, cette fois, c'est Michael Tal avec les blancs. Donc, tout à l'heure, on disait qu'il était très, 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 très fort et très impressionnant dans les parties d'attaque. Mais là, on va voir un exemple. Alors, c'est une miniature, mais donc un début assez classique. On voit qu'il lance le pion G à l'attaque pour chasser le cavalier de F6. Et là, comme on vient de le voir, le coup cavalier F5. Donc l'idée est bien sûr de rôder autour du roi noir, avec des idées pas très sympathiques. Après, pion prend F5, on reprendrait simplement avec le pion E et on aurait cavalier D5 à suivre, et avec des idées similaires à la partie de Velimirovitch, F6 qui arrive. Et même le fou sur D3 en plus. Ouais, le fou D3. Donc l'adversaire de Tal a voulu faire le malin, en quelque sorte, et dire à Tal, écoute, tu sacrifies ton cavalier, bravo, moi j'en veux pas. Ouais. Alors Tal lui a dit, si tu veux pas de mon premier cavalier, je vais t'en donner un deuxième. Et il lui plante le cavalier en D5. Donc là, c'est une photo assez amusante puisque les deux cavaliers se retrouvent en prise par le fameux pion E6. Donc là, on comprend l'extrême volonté de Tal de faire disparaître ce pion E6. Tout à fait. Donc là, forcément, les noirs sont obligés quand même de prendre le cavalier. Donc il a pris en D5. E prend D5. Et là, tout ce qu'on a dit auparavant reste bien évidemment vrai. On a le cavalier sur F5 qui est extrêmement fort. On attaque le cavalier en C6. On va obtenir la case D4 éventuellement pour le fou. Les pions F et G sont déjà avancés. Donc on peut imaginer si le cavalier part, le pion F4 pourrait s'avancer en F5 puis en F6. Enfin, bref, les compensations habituelles. C'est tenté que on peut plus là, on est au-delà des compensations. C'est l'attaque. Voilà, l'attaque pure et dure. L'attaque en échange du sacrifice qui est assez habituel. Donc D prend C6, on récupère le matériel. Et maintenant, Tal ne serait pas Tal s'il finissait ses parties en douceur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime. Et donc ici, au lieu de choisir un coup lambda comme fou H3 ou quelque chose comme ça, il a décidé de donner coûte que coûte ce cavalier finalement. Donc cavalier prend G7, ça sert à casser le roc de l'adversaire, à extraire le roi de son petit roc, mais aussi, comme tu l'avais dit précédemment, à libérer le pion F qui, une nouvelle fois, va pouvoir participer. Alors ça peut servir à jouer G6, ça peut servir à jouer F6. À ce moment-là de la partie, on ne sait pas encore comment on va utiliser ce pion F, mais ce qui est certain, c'est qu'on va l'utiliser. Les noirs ont cherché à limiter la casse ou à faire durer la partie, je ne sais pas trop. Ils ont rendu la pièce, mais très clairement, les noirs n'ont jamais pu faire la moindre menace dans toute la partie, et lorsqu'on joue une partie avec les rocs opposés, c'est pas possible de ne pas perdre la partie si on n'a pas pu faire la moindre menace, évidemment. Donc ça, c'était une petite miniature juste pour le plaisir de faire un petit salut amical à Michael Tal et à ses sacrifices. Mais on arrive finalement au clou du spectacle, Romain. Oui, parce qu'on a vu de manière indépendante, même s'il y a quand même des liens entre eux, mais on a vu de manière indépendante les différents sacrifices. Alors, le sacrifice en B5 est peut-être un peu à part, puisque c'est surtout pour jouer des positions des finales, ou en tout cas des positions sans les dames. Mais que ce soit le sacrifice sur E6, sur D5 ou sur F5, on les a traités de manière un peu indépendante en vous illustrant au travers d'exemples. Et là, on a choisi une partie qui est assez fantastique et qui a été jouée entre le grand maître Alexei Fedorov avec les blancs, qui est aussi un très très fort joueur d'attaque, et avec les noirs, c'est aussi un fort grand maître, c'est Mikhail Kobalia, donc partie jouée en Russie en 1998. Et les blancs ont cumulé à peu près tous les sacrifices qui étaient possibles dans la sicilienne en une seule partie. Donc on s'est dit qu'on était obligé de terminer par ce feu d'artifice. Okay. Donc même début Velimirovitch. Voilà. 2. Voilà. B3. Et ici tour H G1. Bon, on va
On va pas s'étendre sur la théorie, il y a des centaines de parties qui ont été jouées là-dessus. L'idée notamment, c'est de pouvoir jouer le coup G4 avec un soutien, d'accord? Parce que si on jouait G4 trop tôt, on peut juste montrer ça, si on joue G4 trop tôt, il peut y avoir ce genre de thème avec cavalier prend D4, fou prend D4, et parfois le coup E5, et on voit que le pion G4 va se retrouver attaqué. Alors c'est pas forcément un drame, hein, il y a plein de variantes dans lesquelles les blancs sont heureux de sacrifier le pion G, mais lorsqu'on commence par tour G1, c'est notamment pour éviter ce genre de choses. Hein, Ouais, et sur G4 directement, quand il prend D4, parfois les blancs peuvent prennent de la tour, et sur E5, il y a tour C4. C'est une idée, ça existe, mais encore une fois, on voit que le placement des pièces est assez... le placement de la tour n'est pas vraiment orthodoxe, et ça mène à des positions qui sont un peu différentes de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc c'est pour ça qu'on n'a pas choisi d'exemple avec G4 directement, mais là plutôt tour G1, donc pour éviter ce genre de choses. Mais c'est complètement jouable, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc cavalier D7, les noirs anticipent le fait que leur cavalier va être chassé et commencent tout de suite à l'amener vers l'aile dame. Et donc après G4, cavalier C5, on a compris à peu près tous les coups joués de part et d'autre. Et c'est le début du feu d'artifice. Oui, tout est en place. Donc on voit que les noirs sont prêts à supprimer le fou B3. Alors tout à l'heure, il avait fait dans la partie de Velimirovitch avec cavalier A5. Là, c'est le cavalier F6 qui s'est transféré en C5. Donc les blancs sont en passe de se faire supprimer un de leurs atouts dans l'attaque. Donc ils comprennent qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc comme d'habitude, ça passe par un sacrifice. Donc cavalier F5. C'est parti. Donc c'est parti. Donc l'idée étant bien sûr de ramener le cavalier vers l'attaque. En cas de prise, le cavalier se ferait une joie de sauter sur la case D5. Et avec, encore une fois, une attaque du même type que ce que l'on a pu voir dans les exemples précédents. Bon, du coup, Kobalia connaît tout ça sur le bout des doigts. Il sait à quelle sauce il va être mangé s'il accepte de prendre le cavalier. Surtout, il ne veut pas céder l'initiative et donc il reste concentré sur sa propre attaque avec le coup B5. Ouais, exactement. Donc, ok, il fait comme s'il n'avait pas vu le cavalier F5 en prise et il continue son idée. Et là, notre ami Fedorov continue dans son idée et il joue fou D5. Donc tout à l'heure, on a vu plutôt le cavalier qui venait sur cette case, et là, il désire conserver ce fou, éviter qu'il prenne B3 échec, et le mettre en D5. Donc, quelle est l'idée de mettre ce fou en D5 Il ne veut pas le conserver, il veut le donner à sa façon. Voilà, oui, plutôt, oui. Voilà, c'est ça. Il place le fou en D5, évidemment pour clouer le cavalier C6, et bien sûr, si le pion E6 capture le fou, le cavalier, encore une fois en C3, mission accomplie, atterrit sur la case D5 avec certainement une attaque extrêmement forte, voire décisive. Donc là, il est fidèle à son choix, à sa philosophie de jeu. Il finit de se développer, il part la menace immédiate, et finalement, on ne s'était pas encore posé sérieusement la question. Comment faire si notre adversaire refuse nos sacrifices? On a dit nos pièces sont belles en F5 et D5, mais visiblement, le fait de les accepter, ça rend l'attaque encore plus forte. Donc il est logique de se demander ce qui se passe si on refuse. Fedorov se pose pas vraiment de questions. il fait toujours comme si mine qu'il n'a pas vu les pièces en l'air et il continue G5 naturellement. Donc le pion G s'avance parce que ce pion, on l'a vu dans pas mal d'exemples, peut être fort utile pour l'attaque. Il libère aussi le passage de la dame E2 vers l'aile roi. Donc il augmente encore une fois un peu plus son potentiel d'attaque. Et il ne craint toujours pas les prises en F5 ou D5 puisque ça amènerait le même type de position qu'on a déjà vu. Qu'on a déjà vu. Donc après, les noirs évidemment continuent leur idée aussi, tour FC8. Donc eux aussi quand même essayent de se développer sur l'aile dame et essayer de créer, ou en tout cas mettre en place un éventuel contre-jeu sur l'aile dame et en même temps offre une case de repli au fou E7 en F8 qui pourrait être utile pour défendre le roi. Et donc tour G3,
Donc, Bon, ça on a fidèle à déjà sa vu, stratégie, quelques ramène la parties tour. comme ça, avec la tour qui peut coulisser sur la colonne H, en tout cas sur la troisième, la dame qui s'apprête à arriver. Donc vraiment, maintenant qu'on voit la réponse des noirs B4, on a vraiment l'impression que les deux n'en ont strictement rien à faire de ce que fait l'adversaire et ne s'occupent que de leur propre attaque. C'est quand même assez étonnant. Il y a des pièces en prise, tout le monde s'en fout, pour parler trivialement. Et en gros, c'est je m'occupe de mon attaque et pas du reste. C'est quand même à la fois surprenant, mais aussi très instructif, parce que avec les noirs, il est à la hauteur, jusqu'ici. Hein. Ouais, bien sûr. Et là, quand même, bon, nous, on sourit parce que c'est pas notre partie, mais quand on est en clair. partie, on a quand même 3 pièces en l'air. Hein. On a le cavalier en F5, fou en D5 et le cavalier C3. Donc, ça peut être amusant de mettre des pièces en l'air, mais à un moment, il faut quand même concrètement trouver quelque chose, parce que sinon, l'adversaire, à un moment, va quand même accepter au moins une de nos pièces et peut-être digérer le matériel. Mais Fedorov a estimé qu'il était l'heure de lancer l'attaque, enfin, de la lancer de manière plus virulente, parce que ça ne bougeait pas encore assez à son goût. Et donc, il a sacrifié le cavalier en F5 sur G7. D'accord. En gros, puisque les sacrifices passifs ne suffisent pas, il décide de prendre le matériel de l'adversaire, et là, celui-ci sera bien obligé de réagir, sinon il va se retrouver sans pion devant son roi et sans compensation, surtout. Voilà, donc il échange un attaquant contre un défenseur, peu importe la valeur des pièces, et donc dans la partie, il a pris le cavalier en G7. S'il avait pris le cavalier en C3, pour vraiment continuer d'ignorer ce que font les Blancs, là, malheureusement pour eux, ça ne pourrait pas fonctionner à cause de Dame H5. Et là, on voit, en fait, une des idées principales, c'est que maintenant, la colonne H est extrêmement vulnérable, et le pion H7 notamment, et on va jouer tour H3 et c'est fini. Donc ça, c'est pas possible. Donc il a pris le cavalier en G7 quand même. Et sur le même type d'attaque, la tour peut passer. Parce que, oui, pardon, on est allé peut-être un peu vite. Après Dame H5, sur B prend C3, Dame H5, ici, en cas de roi G7, en disant je vais faire participer ma tour, les blancs auraient le petit coup intermédiaire Dame H6 échec pour renvoyer le roi sur sa 8e rangée, et désormais, il n'y a pas de tour qui peut venir défendre en H8 ou en G8 ou je ne sais quoi. Donc l'idée des noirs, en acceptant tout de suite le cavalier sur G7, c'est qu'après Dame H5, on va pouvoir faire intervenir la tour en défense, soit pour permettre au roi de s'échapper, soit s'il est renvoyé dans le coin, en mettant ensuite la tour sur G7. On essaie d'amener de la défense. Oui, exactement. Donc là, on peut s'interroger, on peut se dire, bon, on a sacrifié une pièce, les noirs quand même ont des pièces autour de leur roi, et notamment ont préparé un peu la fuite du roi, et on a toujours en plus le fou D5 et le cavalier C3 qui sont en l'air, pardon. Et donc, bon, on a bien compris, là on a atteint le point de non-retour, et donc qui a dit A doit dire B, donc là je pense que Fedorov est déjà à C ou D, et donc il a joué fou prend E6. Donc l'idée est d'éliminer encore une fois ce fameux pion E6. Donc si les noirs prennent avec le cavalier, la case D5 devient disponible. Et donc bien sûr le cavalier se joint à l'attaque. Et ensuite on peut imaginer un coup comme F4 pour ramener encore un attaquant supplémentaire à la personne du pion F. Et l'attaque a l'air vraiment... en tout cas ça fait très peur. Ouais, très puissant. Et si on avait pris du pion F? Alors, l'idée de Fedorov est que maintenant, on peut jouer G6. Voilà, parce que le pion F7 a été dévié, donc maintenant, on peut à nouveau créer du levier, ouvrir des lignes, et là, on veut bien croire qu'avec une dame, une tour et un fou face à lui, le roi noir ne va pas s'en sortir. Ok, alors, Kobalia, toujours fidèle à sa stratégie, fait comme si de rien n'était, et continue sa propre attaque avec B prend C3. Donc il accepte des pièces, mais pas forcément celles que les blancs auraient voulu. Voilà, c'est ça. Il préfère prendre une pièce qui est proche du roi blanc, donc peut-être dans l'espoir d'essayer de trouver un éventuel contre-jeu sur le pion B2 notamment. Mais comme chacun a décidé d'ignorer ce qui se passe sur son propre roi, Fedorov continue dans son idée et élimine donc maintenant le pion F7 en faisant fou prend F7. Donc l'idée c'est de supprimer ce pion F7 et donc de permettre l'avancée du pion G en G6 qui permettrait l'ouverture de la colonne et donc avec l'arrivée des tours notamment avec un effet décisif. Et Kobalia
fait comme si de rien n'était et joue dame à 5. Toujours, dame à 5. Alors ça a l'air d'être un coup d'attaque, mais c'est aussi un coup défensif, Ouais, parce que, comme tu viens de le dire, les blancs préparent le coup G6 depuis leur dernier coup, mais maintenant, attention, en cas de G6, il y a ici une petite idée cachée, les deux dames se font face avec seulement un cavalier entre elles deux, et donc après cavalier B3, échec, les noirs gagneraient la dame, et sans la dame, ça va être quand même compliqué, même pour Fedorov, de réaliser l'attaque. Donc attention à ce genre de coup multifonction, et surtout attention à ces défenses horizontales. Là, on a tendance à oublier un petit peu ce genre de choses. Donc, bon, pour des joueurs du calibre de Fedorov et Kobalia, c'est la routine, mais méfiez-vous, voilà, ça arrive vraiment très souvent. Donc ici, il faut protéger la dame si on veut continuer l'attaque, mais il faut aussi multiplier les menaces, et donc Fedorov choisit tour H3, ça c'est quand même assez naturel, qui attaque le pion H7 notamment. Le roi essaie de s'enfuir par F8, et maintenant, il est rattrapé par la patrouille avec le coup tour F3. Donc ces petits mouvements de la tour, en fait, permettent, en visant le roi, de reposter notre tour sur la meilleure case possible, et notamment en F3, il peut espérer bien sûr un échec à la découverte, mais pourquoi pas aussi installer une dame ou une tour sur la case F7 avec un effet décisif. C'est d'ailleurs pour ça que Kobalia choisit d'amener un renfort typique, thématique, avec ce cavalier sur E5 qui attaque la tour, qui protège la case F7. Mais ça va pas être suffisant, hein, je crois, Romu. Et non. Et malheureusement, l'attaque est vraiment trop forte. Et donc là, il a joué le coup assez simple finalement. Maintenant qu'on est habitué à tous les sacrifices, fou D5, ça nous semble presque fade comme coup. Donc l'idée est de faire un échec à la découverte. Et bien sûr, la tour n'est pas prenable puisque F7 ne serait plus défendu. Et donc là, le pauvre Kobalia a joué le seul coup, roi G7. Mais après tour F7, c'est mat. Il a abandonné ici, mais c'était mat en quelques coups. En cas de cavalier prend, dame prend, roi H8. Il est dans le coin, il a essayé de se cacher, mais on va aller le chercher avec ce fou en D4, juste magnifique. Bon, Romu, une partie absolument incroyable. Oui, qui condense pas mal d'idées qu'on a étudiées au cours de cette vidéo. On a vu que les Blancs n'hésitent pas à sacrifier, à mettre en l'air beaucoup de leurs pièces mineures dans le seul et unique but d'ouvrir les lignes. Et encore une fois, on le répète, on vous l'a dit depuis le début de la vidéo, mais l'intuition, le fait de ne pas être capable de calculer toutes les variantes, ce n'est pas très très grave, parce que même Fedorov, aussi talentueux qu'il soit, aussi créatif qu'il soit, c'est évident qu'il n'a pas calculé toutes les lignes, c'est sûr, c'est impossible pour un être humain normal. Et donc faites-vous confiance, si vous sentez que les coups d'attaque viennent naturellement, que vous avez beaucoup de coups qui vous viennent à l'esprit pour augmenter le potentiel d'attaque, et qu'au contraire, la défense des Noirs a l'air pas évidente, et de faire un coup avec les Noirs semble assez compliqué, ça veut dire que vous êtes sur la bonne philosophie, et il ne faut pas hésiter à sacrifier du matériel, et continuer ensuite à votre initiative, à faire des menaces, et à alimenter encore un peu plus votre attaque. Bon, c'est très clair. Alors, on espère que cette longue vidéo vous aura plu. Bon, vous nous excuserez pour la longueur, mais vous comprenez bien que, vu le nombre d'idées évoquées et de sacrifices complexes à étudier, on était obligé d'être un petit peu plus longue d'habitude encore, mais on espère que cette série sur la sicilienne vous plaît toujours, et que particulièrement cet épisode avec énormément de sacrifices très spectaculaires vous aura plu. Donc comme d'habitude, on vous invite à nous offrir vos retours par des commentaires, par des likes, voilà, par des mails. Si vous voulez nous envoyer quelques-unes de vos victoires ou de vos défaites malheureusement spectaculaires dans la sicilienne, n'hésitez pas à nous les envoyer, on se fera un plaisir de vous les présenter. Cette série n'est pas terminée, on vous proposera encore d'autres épisodes sur d'autres thèmes, peut-être un petit peu moins spectaculaires, mais tout aussi instructifs, on l'espère. On vous dit à très vite sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir.